Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours avec un réel plaisir qu'on sera ici, qu'on prendra la parole et qu'on aura la ferme conviction que de l'autre côté, nous sommes reçus 5 sur 5. Et pour cela, nous vous disons merci. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité. Mais c'est un jeudi particulier tout de même, puisque c'est la fête pour la grande communauté chrétienne. Il s'agit de la fête de l'Ascension, donc la montée de Jésus au ciel. C'est cette symbolique que nous avons donc ce matin. Mais compte tenu de la forte demande des téléspectateurs, nous avons estimé qu'il était importantissime que nous puissions produire ce matin. À la fin, nous devenons vraiment esclaves de nos téléspectateurs. Hein. Nous avons dit qu'on ne sera pas là hier. Hier, nous avons dit qu'on ne sera pas là aujourd'hui. C'est ce que vous voulez dire. Hier, nous avons dit que nous ne serons pas là aujourd'hui. Mais j'ai eu environ 500 coups de fil. On me disait, mais le sac de modérateur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Nous attendons la suite de l'émission de la semaine dernière sur la franc-maçonnerie. Je leur ai dit aujourd'hui, c'est la fête, l'ascension. On me dit, écoute, laisse ça, fais l'émission. Je suis là, j'ai répondu à l'appel de notre nombreux téléspectateurs. La suite donc de l'émission la semaine dernière, c'est ce jeudi, spiritualité, avec une interrogation. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté au continent africain? Avez-vous l'impression que cette franc-maçonnerie a apporté des choses importantes au niveau justement du continent noir? Nous en parlerons ce matin. L'impact de la franc-maçonnerie en Afrique, c'est la problématique principale dans le cadre justement de cette production. Deux canaux, le 6 et le 508 sur Canal Plus International, sont à votre portée. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Parce que vous regardez justement cette chaîne. Sentez-vous privilégiés. Imam Chekali, bonjour. Bonjour, Perfecto. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Bonjour, compagnons ici présents. Assalamu alaikum à la communauté musulmane qui est scotchée. Et pour confirmer vos dires, parfait ici, j'ai reçu des fils, oui. Des connaissances, ils m'appellent pour dire est-ce qu'il y aura émission cette semaine? C'est en début de semaine quand même. J'ai dit oui, il y aura émission. C'est la suite, c'est le même thème. Apparemment, le thème sur la franc-maçonnerie intéresse beaucoup de gens. Ça sera le même thème, effectivement, ça sera le même thème. Parce qu'en fait, tous les thèmes que nous débattons sur le panel, c'est des thèmes qui sont très complexes et très très profonds. Donc, en parlant de franc-maçonnerie, il y a tellement de choses à dire sur la franc-maçonnerie. Et je pense que ceux qui sont restés à la maison, il faut le dire, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Hein. Tout à fait. Il y a beaucoup qui ne sont pas des chrétiens. Et je rappelle qu'un jour férié comme ça, beaucoup sont aussi à la maison et profitent pour se reposer. Donc c'est l'occasion de faire plutôt l'émission. Parce que les gens sont sur place. Et le maximum des gens, parce qu'il y a les étudiants qui sont à la maison, les élèves qui sont à la maison, qui vont sur l'émission. Et ça sera bénéfique pour les uns et les autres, Inch'Allah. Je vous suggère de garder le microphone, hein, Imam Chekali. Oui. Il faut dire que moi j'ai plutôt reçu des petites menaces. Oui, depuis la semaine dernière, à la fin de l'émission, j'ai reçu des petites menaces. Je vais taire le nom hein, de cette haute personnalité qui estimait qu'on venait dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Je lui ai dit, si tu es franc-maçon, moi je n'ai pas un problème. Mais ici, c'est un tout petit peu comme la science. Nous nous décortiquons, c'est la force des arguments. Maintenant, si tu penses donc que tu peux venir sur le plateau, viens sur le plateau. La personnalité m'a encore envoyé des nouvelles à travers d'autres personnes pas très bonnes. S'attaquant à moi hein, en disant oui. Mais ça devient sérieux. Ouais, que elle a fini par dire on verra. On verra. Donc, je pense qu'il faudrait mettre on verra entre les guillemets. Et vous savez, parfois ici... la haute personnalité se reconnaît. Hein. Il faut que cette haute personnalité sache que pour l'instant, nous ne parlons même pas des secrets. Voilà. Donc vous n'avez même encore rien dit. On n'a encore rien dit. Sincèrement, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Nous sommes sur le superficiel, nous sommes vraiment sur la forme, nous ne sommes pas dans le fond. Et cette personnalité a raison parce que la franc-maçonnerie, c'est le secret. C'est le secret. Donc, on peut la rassurer. On annule dans l'émission? Non, on peut la rassurer. Mais puisque c'est le secret. Non, puisque c'est le secret pour eux, mais ce n'est pas pour nous. C'est bien dit. Ce secret pour eux. Mais c'est pas pour et non pour nous. Nous sommes là pour édifier les gens. On n'est pas là pour saboter. D'abord, quand on parle de christianisme, c'est là, les chrétiens peuvent aussi appeler pour dire qu'arrêter. Voilà. Ou bien de l'islam.
Voilà. Donc, on touche toutes les Avec obédiences. les 72 vierges. Tout le temps, notre ami du Maroc qui nous provoque. Je pense que cette émission, c'est une école en réalité. C'est une école où beaucoup apprennent, parfois ici. Tout à fait. Les étudiants, En théologie, des chercheurs en théologie, en philosophie. même dans les domaines de l'ésotérisme, qui apprennent à travers cette émission. Tout à fait. Combien de gens nous approchent dans la rue pour dire que vraiment merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, ça nous permet d'ouvrir les yeux et de prendre nos précautions. Combien de personnes se laissent égarer et tromper par ces loges ou bien ces sectes ésotériques. Donc, ça, c'est une émission qui devait être plutôt encouragée. Ça, il n'y a pas de doute. Merci, hein, Imam Cheikh Ali, pour cette entrée. Accueillons également celui qui est toujours debout et tendu. C'est un noble bantou. Il s'agit de Tot Abonné. Bonjour et bienvenue au programme. Au thème à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Comment tu vas? Comme d'habitude, debout et tendu. Tu te sens à l'aise pour la suite de ce grand débat? Bien évidemment, je me sens très à l'aise et j'aimerais intervenir à propos de cette haute personnalité. Oui, certains francs-maçons ne seraient pas contents. Oui, mais ce n'est pas nous qui leur avons demandé d'entrer là-bas. C'est pas nous qui leur avons demandé d'entrer là-bas. Et donc, si eux sont entrés là-bas, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'empêcher la jeunesse de s'engouffrer dans ce couloir. Vous menez la contre-campagne? Bien sûr, c'est normal. Quand on parle de Renaissance africaine, est-ce que la Renaissance africaine doit se faire au travers d'un système mystique inféodé par l'Occident, contrôlé par l'Occident? C'est ça le problème. Quand on parle donc de Renaissance africaine, il est question de réaxer la jeunesse autour de sa racine mère, autour de sa vision du monde, afin de rebâtir une Afrique libre de pratiquer sa spiritualité endogène, libre de construire son avenir sur la base de son héritage culturel et civilisationnel multimillénaire. Donc c'est ça notre combat en fait. Merci, hein, merci Tot d'être encore là ce matin. À côté de vous, on accueille un apôtre. Lui c'est apôtre Mebet. Bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tous les téléspectateurs, les amis, les frères, n'est-ce pas, les frères en Christ qui nous suivent de part et d'autre. Et je salue également mes co-panélistes en ce matin. Et je crois quand même qu'avec les frères sur ce panel, nous aurons quand même des échanges, n'est-ce pas, fluides. Et pour un peu, n'est-ce pas, aborder dans le même sens. Le sens de la haute personnalité. Le sens de la haute personnalité. Nous sommes ici pour instruire, nous sommes ici, n'est-ce pas, pour apporter de l'éclairage à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est comme le chef recteur vient de le dire, nous n'avons envoyé personne, n'est-ce pas, dans des loges secrètes pour conquérir la jeunesse, pour dominer peut-être les faibles. Donc nous sommes là juste pour dire la vérité. Et peut-être c'est la vérité qui dérange, mais ce qui est sûr, c'est la vérité qui guérit également. Merci d'être là ce matin. Merci de continuer à nous faire confiance. Docteur Noah, comment tu vas? Très bien, Perfecto. Je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Et je salue rapidement mon ami Eva Jean-Claude qui nous suit depuis Paris et qui aime tes émissions et ne les rate pas. Même si le blanc l'appelle, faire quelle qualité de travail parce qu'il est mécanicien. Il dit, laisse-moi d'abord sur Espace Mini. Mais qu'il me le fasse savoir. Il est très timide, il ne commente pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est entièrement abonné et engagé pour les émissions Espace Mini. Depuis le début de l'année 2026, j'ai dit, je ne veux plus les appréciations non agissantes. Il va agir, il ne manquerait pas. Il va agir. Docteur Noah est métaphysicien, mais également chimiste. Alchimiste. Je ne vais pas trahir ce que tu m'as dit en off. Hein. Tout à fait. Tu m'as dit que ce matin, tu réserves des déclarations fracassantes. Tout à fait. Au sujet de la franc-maçonnerie. Tout à fait. Parce que tu as décidé de monter d'un cran. Tout à fait, parce que tu ne veux plus le manque de respect. Tout à fait, puisqu'il y a certaines choses qui n'aimeraient pas que ça soit révélé, ça c'est numéro 1. Et il y a des fraternités obscures qui ont fait des travaux très obscurs et qui les tiennent secrets et hermétiques et ont eu à remettre aux gens s'il faudrait dire les ordures. Je m'explique en 2 points. Par exemple, on va tout parler de Thalès,
comme étant un mathématicien, mais on ne te dira jamais qu'il a été en Égypte. On va te parler, par exemple, de certaines vedettes, on va te parler de certains intellectuels, certains physiciens, mais on ne te dira jamais qu'ils ont fait des cultes de nuit, qu'on appelle les cultes nocturnes. Merci, merci d'être parmi nous ce matin. Il reste notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bonjour, parfait, c'est un pays d'être là ce matin pour ce jeudi spiritualité. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et en ce jour, tu as dit d'ascension? Oui. Il ne faut pas dire chrétien, les chrétiens, non, c'est catholique. C'est une institution catholique, les catholiques, c'est leur truc. Donc, bonne ascension aux catholiques. Et on va passer un grand moment de télé comme d'hab. Alain Dou. Il faut un distinguo. Non, parfait va gérer ça, il a déjà géré. Et c'est que pour ce que nous avons à gérer dans le cadre de jeudi spiritualité, si tu commences à trop prêter le flanc, les euros, maintenant tu vas rien faire. Il va nous sortir des sujets sans intérêt. Donc parfait doit gérer ça. C'est comme ça. La suite de l'émission la semaine dernière, c'est ce jour dans le cadre de votre programme justement. J'ai dit spiritualité. Toujours dans le cadre de ce programme, j'étais hier quelque part et j'ai vu un monsieur qui était en train de mener des activités spirituelles et qui soignait un fou et qui a fait voir un aveugle. Tenez-vous tranquille. Il soignait un fou et il a fait voir un aveugle. J'ai filmé. Et je me suis dit que dans le cas de jeudi spiritualité, on peut commenter ce genre d'activité. À tout de suite pour la suite. Merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Nous n'aurons pas la revue de la presse ce matin de Théophile Vianney-Biya parce que ce jour est férié. La presse écrite ne paraît donc pas. Et pour cela, nous donnons donc la parole à Alain Dou qui nous donnera la dénonciation de ce jeudi matin. La dénonciation de ce matin, c'est une dénonciation sur fond de deal, entre guillemets, un deal d'un autre genre, certainement. C'est un monsieur qui est plutôt une grande personnalité, il faut le dire. Décidément. Oui. Mais il est déjà marié, il a fait sa vie, mais il est tombé sur une jeune demoiselle, à un moment donné, et qu'il a pris sur lui d'encadrer, comme on dit, parfait. On dit souvent quoi, c'est le deuxième bureau, etc. La maîtresse. Voilà. Non, sauf que là, il a même dit, on va sur la base d'un futur mariage, c'est-à-dire que tu seras... des gens non fiancés. Voilà. Dans le cadre d'un mariage polygamique, tu seras la prochaine épouse. Et il prend donc sur lui d'assurer les études de la jeune dame depuis la classe de première. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout s'est bien passé. Elle était au petit soin et tout. Non, rien à dire. Donc, aujourd'hui, elle est docteur PhD. Mais, vraiment, au moment de conclure... c'est le monsieur qui s'en occupe.
totalement, il n'a pas de problème d'argent. Le problème, c'est que le deal, c'était qu'on va sur la base qu'à la fin de toute cette histoire, tu es ma femme, ma seconde épouse. Mais maintenant, il semble que elle est devenue un télo. Donc, du coup, elle pense que, dis donc, comment je vais être... non, elle dit qu'elle ne partage pas, je ne vais pas... Elle n'est plus disposée à partager ce que vous savez avec une autre femme. Donc, voilà sa nouvelle position. Et le monsieur ne comprend pas ce genre de choses. Mais attends. Tout était clair dès le départ. Je t'ai aidé à devenir ce que tu es. Aujourd'hui, tu me fais des grandes réflexions. Tu es un télo, tu dis que tu ne penses pas, que tu es encore dans des dispositions à vouloir, comme initialement, partager un homme avec quelqu'un. Donc c'est ça qu'il dénonce en ce matin. Et la situation est très tendue entre les deux. Le monsieur est en train de réfléchir exactement sur la conduite à tenir par rapport à tout ça. J'espère qu'il n'a pas de très mauvaises réflexions. Hein. Allez savoir. Donc la jeune dame dit maintenant qu'elle ne veut plus être dans Non, le mindset a changé. Elle veut Le mindset a fait que je partage un homme avec quelqu'un d'autre, vraiment. Elle trouve que c'est villageois. Non, il faut passer à autre chose. Vraiment, on peut chercher à voir comment Elle on peut compenser toutes ces années d'aide. Malheureusement, non. Ils n'ont pas eu d'enfant jusque-là. Mais ça fait quand même beaucoup d'années, hein, de la première au doctorat. Mais allez savoir pourquoi elle ne prenait pas, elle ne tombait pas. Ça fait pratiquement 10 ans. Hein. Pratiquement 10 ans. C'était la Passons déjà la parole à l'imam. Votre regard. Ok. Parfait, vous savez que je dis souvent il faut toujours entrer par la grande porte. Hein. Parce que maintenant, ça concerne les hommes et les femmes. C'est-à-dire que lorsque un homme vous aborde, mes chères sœurs, vraiment, il faut leur demander de rencontrer vos parents. C'est très important. Pour d'autres qu'on fasse un mariage. Parce que là, ça vous protège. Et pareil pour les hommes. Lorsqu'un homme veut, sauf s'il veut jouer sa vie, hein, parce que si un homme veut du sérieux, vraiment qu'il rencontre les parents de la fille et qu'il dise vraiment je vais m'occuper de l'éducation ou bien de la scolarité de votre fille jusqu'à tel niveau, après je vais l'épouser. Ça doit être fait de manière officielle. Sinon, on arrive à ce que vous voyez là, ça veut dire que la fille, lorsqu'elle fréquente, elle arrive à l'université, on ouvre ses yeux, elle a des copines qui lui donnent des conseils, parce que la plupart de ces jeunes femmes sont influencées par leurs relations, parfois par les membres de leur famille. Elle va dire, bon, il m'a payé... Parfois par leur compagnie. Par leur compagnie, parfois tombe aussi sur un beau gosse, qui, parce qu'avec le temps, la vision change, le gars aussi vieillit. Comment de la première jusqu'au doctorat, c'est sûr que le gars a pris de l'âge, peut-être une BD, on ne sait pas quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer le choix de la fille. C'est pour ça qu'il faut toujours passer par la grande porte qui est le mariage. Si vous voulez jouer la vie, c'est que ce sont des conséquences. Et maintenant, ce que le gars doit faire, il doit accepter que il s'est laissé berner. Il doit se concentrer ailleurs. Et à notre jeune sœur ou nos jeunes sœurs qui se comportent de la même façon, de faire très attention. Parce qu'il y a des hommes qui sont très malsains, qui n'acceptent pas que vous mangez leur argent gratuitement. Il y a des femmes qui viennent nous voir, des jeunes femmes qui viennent nous voir pour nous exposer leurs problèmes. Pour gérer le retour. Pour gérer le retour, oui, parce que le gars, cet imbécile a investi 2 millions sur la jeune fille, et en retour, il ne veut plus le mariage. Qu'est-ce que le gars fait? Le gars va avoir un charlatan quelque part dans la brousse, pour travailler la fille. Voilà la fille maintenant, elle a le diplôme, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de mariage. Ou bien elle devient folle. Elle est tout le temps malade. Parce qu'elle a mangé l'argent de manière injuste d'un homme. Beaucoup de filles sont victimes de ça aujourd'hui. Elles sont les traînes. Il n'y a pas le mariage. Un homme vient aujourd'hui, il repart sans aucune raison valable. Il faut souvent regarder l'argent des hommes que vous avez mangé dans l'escroquerie. Parce que c'est parfois l'une des causes qui fait ce que vous ne trouvez pas de mariage, vous ne trouvez pas d'emploi, vous êtes tout le temps malade. Donc il faut faire très attention. Si un homme vient vous voir, demandez-lui qu'il vous marie de manière officielle. Arrêtez l'escroquerie, mes chers sœurs, parce que les conséquences sont très néfastes. Tot abonné, un ami m'avait dit un jour, un aîné également, que parfait, tu sais, quand tu vis avec une femme, ne te comporte pas comme si tu étais son papa. Comporte-toi comme si tu étais son compagnon. Je dis, comme son papa, ça veut dire quoi? Il me dit, ben, c'est ton papa, quand tu es enfant, c'est lui qui te donne tout. Il te donne à manger, il te vêtit, il te donne les vêtements, il te paye la scolarité, et bref, il te donne tout. Et donc, si c'est une relation amoureuse, la femme ne te prendra plus comme son amoureux, elle
te prendra plutôt comme son papa. Et le moment venu, elle va chercher son amour. Ouais. Je vous passe la parole. Oui, c'est un phénomène qui court les rues hein, de nos jours. Beaucoup de jeunes filles sont dans cette bulle, dans cette tendance. Elles se croient malines. Et là, je peux être d'accord avec Chekali sur un point, mais c'est pas toujours parce que les gars sont allés voir les praticiens pour faire du mal à la fille. Il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Ouais. La loi du karma existe. Pendant que tu crois que tu joues à la petite maline, tu fais des trucs derrière toi, plus tard, c'est-à-dire que imagine une relation qui va à 10 ans. Oui. Au moins. C'est toute une Quand vie. il dit c'est au moins, ça dit de Ouais, au finir moins. un doctorat, c'est au moins 10 ans minimum. Ouais. Pendant tout ce temps, la fille n'a pas conçu. Ça veut dire qu'elle avortait. Et tous ces avortements-là, quand plus tard elle n'aura pas d'enfant, elle va dire quoi? Mais il faut être stupide pour adopter ce type d'activité. J'ai même l'impression que les filles qui font ça, même c'est des sorcières. Parce qu'une femme normale, une fille normale, qui a sa conscience, ne peut pas faire ça. Elle va se dire que quelqu'un qui m'a fait autant de bien, moi je sais que je trouve que je vais lui retourner, c'est le mal. Parce que je cherche mes intérêts à moi personnels. Plus tard, vous allez constater que ces filles, non seulement elles n'auront jamais un vrai homme qui va bien prendre soin d'eux. Soit elles vont demeurer des célibataires, peut-être faire un enfant, et puis mère célibataire, elle évolue comme ça. Oui, parfois même elle n'a même pas d'enfant. Elle te dit qu'elle cherche le travail, Donc, elle se retrouve seule, pas d'enfant, y compris même l'évolution professionnelle, ça ne va pas. Ouais. À cause du mal que tu as eu à faire aux gens. C'est-à-dire, vous allez constater deux choses. Cette dame-là, vous allez constater qu'elle avait son show quelque part à côté, pendant que le monsieur prenait soin de elle, là, son bandit, son petit bandit à côté là, qui ne fout rien. Voilà, il est seulement là pour chauffer le moteur. Voilà son travail. Et vous allez même constater qu'elle prenait l'argent chez le monsieur pour aller manger avec, aller faire la fête avec le bandit. Et vous allez aussi constater que quelque part, la mère était complice. Ah, les mamans. Parce qu'une mère respectueuse et qui connaît les efforts que fournissent les hommes. Et autant c'est rare aujourd'hui de trouver un homme qui sait s'occuper d'une femme. La plupart, c'est des voyous, ils vont seulement taper, finir de taper, ils te lâchent, ils partent. Trouver un homme qui s'occupe d'une femme de nos jours, ça ne court pas les rues. Et donc, une maman, puisque forcément la mère était au courant, une relation de moins de 10 ans, la mère était forcément au courant. Donc, vous allez constater que c'est la mère peut-être même qui donnait les conseils à la fille. Que l'affaire de polygamie, là, je ne veux pas entendre ça. Le petit bandit aussi, le côté, il dit que ma chérie, moi je vais t'épouser, moi je n'ai pas de femme. Donc tu vas devenir ma femme. Donc pendant ce temps, le monsieur est dans le brouillard, il évolue dans le brouillard, et on ne lui dit rien. S'il avait même été averti, il devait déjà commencer à mettre la pression de l'enfant à cette femme. Je ne sais pas comment il a pu supporter 10 ans. Au moins, il devait dire à cette dame que pour qu'on continue d'avancer, il faut que tu me fasses un enfant. Au moins l'enfant, sur un investissement de 10 ans, au moins l'homme va dire qu'au moins, voilà le fruit de mes dépenses. Donc il n'a rien dans tout ça, il n'a que le vent. Et il a maintenant une injure, parce que ce qu'on lui balance au visage, c'est que tu es un idiot. On t'a pris pour un idiot, et on a bien bu ce qu'il fallait boire, maintenant on va te faire voir ailleurs. Voilà donc, et c'est ça aujourd'hui qui rend les hommes méchants. C'est-à-dire que même quand tu veux aider une personne, tu commences à réfléchir sur des thèmes comme ceci, tu te dis, mais les filles ne sont jamais reconnaissantes. Donc, quand elle se débrouille, elle va te poser le problème, tu dis, moi ça ne me concerne pas, va gérer tes problèmes avec les gens que tu aimes. Voilà. Merci, hein, toi abonné, apôtre Mebet. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous disions encore ce matin, que nous disions encore à ces jeunes dames, que si vous n'aimez pas quelqu'un, ne prenez pas ces choses. Si vous n'êtes même pas d'accord. Et l'adage est clair chez nous les Bantous. Hein. Voilà. On dit que tu ne peux pas refuser la Houssa, mais tu aimes ses bijoux. Voilà. Je vous passe la parole. Voilà, merci Perfecto. Bref, nous sommes ici dans un véritable cas social, Perfecto. C'est-à-dire que c'est une dépravation même des mœurs. Parce que quand on regarde ce qui se passe actuellement avec des familles, parce que dans ce cas d'espèce, ce sont même les familles qui sont derrière. Oui. Souvent ce genre de cas. Et quand je parle de famille, ce sont les mamans. Les mamans, vous savez que les filles actuellement, aujourd'hui, ne peuvent rien faire sans demander parfois l'avis de leur maman.
Et c'est leurs mamans qui sont aujourd'hui, comme on parle de coach. Il dit, bon, je vois, ce monsieur-ci, c'est un bon monsieur, ma fille. Ce monsieur-ci, bon, même si demain tu ne te maries pas avec lui, mais acceptez quand même. Pourquoi? Parce qu'il va payer des études, il va dépenser. Donc, la maman, il s'occupe même de la famille. Oui, il s'occupe de la famille. Les gens qui meurent au village, c'est qui les enterre, achètent le cercueil. Exactement. Alors que le gars est comme les enfants, ils ont qu'à voir, le monsieur est dans le nez. C'est juste un outil. C'est un outil. C'est une vache à lait. Oui, exactement. Pour parvenir, n'est-ce pas, à la fin, la maman met, n'est-ce pas, des stratagèmes sur pied. Et ça, c'est, n'est-ce pas, l'un des moyens très forts utilisés en disant, bon, moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus m'occuper de toi parce que tu as déjà quelqu'un. Et quand la fille veut dire, maman, je ne l'aime pas, je ne suis pas avec lui, moi, je me sens pas. Elle dit que non, tu n'es pas là pour l'aimer. D'abord, je n'étais pas envoyé à l'aimer, mais j'étais envoyé pour quelque chose. Elle se voit un peu. Donc, c'est un schéma bien ficelé. Et quand ça arrive à la fin, le monsieur vient se plaindre chez la maman. La maman dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est ma fille. Je ne peux pas, n'est-ce pas, arrêter son cœur. Je vais faire tout ça. Alors que... C'est elle la scénariste. Effectivement, il y a belle lurette, elle est scénariste. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu comment les choses se passent aujourd'hui. On commence à te jongler. Oui, on te joue. Et attention, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas. Il y a des hommes qui ne supportent pas et qui s'en vont à commettre l'irréparable. Ah bon? Oui, on a eu plusieurs cas comme ça, où des jeunes hommes ont dépensé pour des filles. Ils sont allés voir la maman. Et la maman a dit que, bon, qu'est-ce que je peux y faire? C'est ma fille, c'est elle qui prend ses décisions. Mais le gars a pris la machette à aller découper. Oh là là. Oui, il peut même arriver qu'au départ, la fille aime véritablement le gars. Oui. Et elle est d'accord. Mais c'est sa mère qui réussit à la convaincre que la voie de la polygamie elle ne veut pas. Parce que tu vas voir, le comportement de la fille va changer progressivement. Au départ, elle était vraie avec toi, elle faisait tout pour te plaire. Mais à un certain moment, tu vois, il y a maintenant des fuites, c'est-à-dire des nouvelles personnes qui entrent déjà dans sa vie. Et ça Apôtre, pour revenir clairement à la dénonciation, oui, c'est le monsieur qui se plaint. Exactement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est le conseil que vous lui donnez? Avant d'abord, rapidement, de donner. Il y a eu quelque chose qui s'était passé, c'était du côté de Komto. Il y a eu un militaire, je ne vais pas citer le corps d'élite, où il avait dépensé sur une jeune fille comme ça. Et il est arrivé à un moment donné où peut-être il soupçonnait que la jeune fille le trompait. Le gars est allé chez eux. Il a trouvé, n'est-ce pas, la fille avec sa soeur. Il a pris la machette. Il a commencé à découper la fille. Oh là là. Quand, n'est-ce pas, sa soeur a voulu dire que pardon, calme-toi, ainsi de suite, il a poursuivi avec la machette. Il a même blessé. La maman aussi, qui était un inspecteur, elle s'est graissée et dit non, est-ce que tu peux tuer ma fille devant moi et tout ça? Le monsieur, il a aussi soulevé la machette. Il y a eu 2 corps. Donc il a été devenu fou. Hein. Oui, il y a eu 2 corps. Il a fait là. je dis du côté de Komto. Peut-être que la population là-bas là. C'est pour dire que ce que nous dénonçons. Le gars a commis l'irréparable. Oui, l'irréparable. Les crimes passionnels. Oui, il a fait de la prison. Et pour vous dire, ce que nous dénonçons là, c'est très délicat. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Bon, maintenant, le conseil que je vais donner au monsieur, bon, déjà d'abord, parfois, il y a aussi des hommes qui subissent aussi des camins, hein, dans le sens que tu as commencé à manquer de respect à ta femme. Oui, il y a des hommes comme ça. Tu manques de respect à ta femme et tu dis, moi je vais prendre une autre épouse, ainsi de suite, alors que c'est cette femme qui t'a aidé à te construire. Hein. Et quand tu te construis, quand tu te construis, on avait pas vu la quand tu te construis, et tu dis, bon, moi je vais prendre ainsi de suite, et tu vas donc tomber sur ce genre de cas. Donc il faut d'abord qu'il examine lui-même. Est-ce que ce n'est pas un karma? Et si ce n'est pas un karma, bref, il faut que simplement il laisse qu'il laisse tout à Dieu, parce que la nature, n'est-ce pas, n'oublie rien. La nature, n'est-ce pas, voilà, qui ne fasse sa vie, c'est tout. Docteur Noir, ces cas sont légion dans nos familles, hein, où un monsieur, je connaissais, je dis ces cas sont légion, c'est le cas d'un taximan. Hein. Il a pris une fille, je sais pas, elle était en 3e, quelque chose de ce genre. Jusqu'à la fille a obtenu son baccalauréat, sa licence, et le gars s'est battu comme un beau diable pour mettre la fille à l'ENAM par les moyens que vous connaissez au Cameroun. Et vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. La fille est entrée à l'ENAM, elle est sortie, je pense, comment on les appelle, magistrate. Et c'est là où la fille n'aimait plus sortir avec lui. Ses copines commençaient à lui faire comprendre, mais attends,
magistrat de ton état, qu'est-ce que tu fais avec un taximan? Est-ce que tu ne vois pas que le monsieur là te souille? D'abord, il n'est pas bien habillé, il est toujours crasseux, et tout, il ne parle pas en bon français. Tu vois, la dernière fois, il confondait l'huile et là, les lames, tu vois, ce n'est pas bien. Il faut chercher quelqu'un de notre niveau. Toi, tu vois, moi qui te parle, tu sais que mon mec avec qui nous allons aller, lui, il est commandant de grade, l'autre est douanier. Et c'est comme ça que la fille, parce qu'elles ont son langage à la docteur Noir. Bien sûr. Elle se rapproche de toi et te dit vraiment, parfait, je voulais te parler. Je sais que tu es un bon homme, un monsieur bien. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, vraiment. On ne peut plus continuer. Je te dis merci. Je suis reconnaissant des sacrifices que tu as eu à faire pour moi. Mais je voulais vraiment te dire que nous ne pouvons plus continuer ensemble. Bon, tu vois comment le cœur de quelqu'un... À cause de cette fille, ta famille s'est occupée de toi, ainsi de suite. Et vous savez ce que le taximan avait fait? Non. Il a fait ce que Apôtre Mebadi, il a commis l'irréparable. Il est en prison maintenant. On ne parle de cette fille qu'au passé. Ah oui. Je vous passe la parole. Oui, ça dit, c'est même très étrange. Je ne comprends pas les gens qui font le monde. Ils n'ont pas deux ou trois pensées. Un penseur disait Lamartine, je pense, il disait range, malheureux en amour. C'est-à-dire des gens qui s'engagent sur les petites corps, âme, esprit, ongles, chevelure, barbe, dents, gencives. Moi, je ne comprends pas comment ils font ça. C'est l'amour. C'est l'amour. Il y a des critères. Perfecto, il y a des critères. Quand une femme ne t'aime pas, sur le plan sensuel, elle ne t'embrasse pas. Parfois, même, elle peut même t'embrasser, elle a une manière. Tu sens qu'elle n'est pas avec toi. Elle n'est pas à fond. Quand même tu fais l'amour avec elle, elle ne te fixe pas aux yeux. Elle regarde ailleurs, elle ferme les yeux, elle fait comme si elle prend plaisir. Elle n'est pas avec toi. Deuxième des choses. C'est comme si elle était dit. Ah voilà, moi je fais les critères. Là où tu me vois. Elle a dit une chose. Elle a dit à l'intérieur parce que j'ai eu à pratiquer certaines choses. Frère, oui, maintenant plus loin maintenant. Tu es avec une fille, tu écris. À 13h20, elle répond à 17h30. Elle n'est que là que quand tu as l'argent, quand tu lui dis je suis à la station en train de changer l'argent, c'est là où elle est déjà là. Mais tu devrais comprendre que cette fille-là n'est pas avec toi. Alors ce que tu devrais faire, c'est d'abord de trouver une deuxième et de trouver une troisième. Est-ce que nous sommes d'accord? Plus long même, si tu as même une quatrième, et là tu les gères, comme on dit en langage fiscal, en quotité. Qu'est-ce qu'on appelle les quotités? Ton argent ne doit jamais dépasser 20 000 ou 30 000, 10 000, 5 000. 3 000. Un homme amoureux. Un homme amoureux, c'est ce qu'on appelle l'amoureux. Nous, à l'époque, on appelait ça quand on fumait le chanvre que c'est un même pas 8 ans ou 12 ans. Je te fais là où tu peux voir. Et Cassi, moi je fumais Cassi. Et Cassi, lui, il mettait comment? Il mettait les urines. Tic-tic. Il mettait les bébés d'or. Il mettait les voitures. Quand tu fumais, tu le voyais, tes camarades, du coup, ils mentaient. On se dit, mais Abada. Alors la maîtresse, c'est c'est pour ça que tu vois quand elle parle. Tu comprends un peu, perfecto. Donc c'est pour dire, c'est des bleus. Espace miné. Ce sont des bleus. Ce sont des bleus. Ce sont des gens qui, tu bases vers une fille. Hein? Alors, après quelques temps, elle te soumet un grand problème de 100 000, de 200 000, de 300 000. Tu es son seul gars. Il y a même des gens même qui sont tellement mougou, comme on dit souvent. Quand tu regardes une certaine fille, ayant une certaine vitrine, ayant une certaine émanation, toi-même tu sens que toi seul tu ne peux pas la gérer. Mais l'amour aveugle, non? Quel amour aveugle? Quel amour aveugle? Est-ce qu'il voit encore? Non. On conseille un homme amoureux. C'est pour cela donc que je t'ai dit que c'est des mougous. Effectivement. Voilà pourquoi il faut être en jeu. Ouais. Et non en amour. Ouais. Merci. Et j'aimerais ajouter un mot, parce que le frère noir, allons rapidement, il dit des choses vraiment très essentielles. Il faut être très mesuré dans tes dépenses. Mais oui. Et à un certain moment, quand vous avez... Attends. Oui. Le problème, c'est qu'il y a... Peut-être toi, tu es né chiche. Non, On va décourager.
personnes gênées. Moi, on me connaît comme quelqu'un de très large. Je suis large même avec les étrangers, même les inconnus. Il faut être avec les filles, il faut être très mesuré dans les décisions. Tout à fait. Et ensuite, quand vous avez déjà fait 6 mois, 1 an, il faut lui demander l'enfant. Ouais. Moi, j'ai eu un cas comme ça. L'enfant est entré, on est allé avorter. On l'a fait avorter. On l'a injecté les aspirines. Le bébé est sorti. Donc, c'est-à-dire qu'on te dit que c'est que tu viens. Non, elle a accepté la grossesse. Mais son entourage a dit que non, il n'y a pas de grossesse. Donc, tu évacues sa vie. Ouais. Donc, après, j'insiste, je me rends compte qu'il y a des barrières là-bas derrière. C'est comme ça que je commence à mener mes enquêtes. Je trouve qu'il y a même un bandit même à côté qui gère ça. Un bandit. Tu vois. Alors, les gens ont des histoires sur ce plateau, hein. Que des révélations. Aventures et mésaventures. Situations posées sur la table. Que faisons-nous? Parfait, cette situation, mine de rien, est très complexe. Parce qu'il y a des hommes totalement déjà épanouis, hein. Ils ont tout, même les enfants, vraiment, c'est pas vraiment l'enjeu lorsqu'ils prennent cette fille-là. Et elles sont plutôt très émancipées ces derniers temps, très précoces sur un certain nombre de choses. Peut-être que c'est sous certains critères qu'il s'est vraiment attaché à la fille en question. Peut-être que c'est une vraie geisha. C'est-à-dire qu'au lit, elle fait ressentir un certain nombre de choses à ce monsieur. Un certain nombre de vibrations. Oui. L'enjeu, c'était même pas où les enfants, les sensations. Non, les sensations, ce qu'il vit là-bas avec cette fille. Et la femme, il faut se le dire, je suis encore passé là, quelque part, là, par une pensée d'un psychologue, je crois bien, qui disait qu'en réalité, le mindset de la femme, ben, elle est avec un homme par rapport à quelque chose. Oui, tu lui apportes sur le moment. C'est-à-dire que dans le temps, si les enjeux changent et qu'elle tombe sur quelqu'un d'autre qui lui permet ou qui lui donne une représentation de ce qu'elle voudrait et de comment elle se voit sur le moment par rapport à sa projection d'elle-même et sa projection dans l'avenir, si c'est celui-là qui résout les enjeux, mais toi, elle t'oublie très vite. C'est clair. Elle t'oublie très vite. On peut voir comme ça, dès le début, elle était vraiment partante, que vraiment, on va gérer ça comme ça. Oui. Mais, chemin faisant, on passe le bac, on passe la licence et tout, les enjeux commencent à changer. Le monsieur l'entretient, elle est d'un standing. Il y a d'autres types de personnes aussi qui commencent à porter leur dévolu sur eux. Eux, là-bas, certainement, commencent à tenir le langage de la monogamie, parce qu'elles ont ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a cette propension à voir la polygamie comme quelque chose de réducteur. Diabolique même. Oui, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je m'amuse souvent à leur poser la question. Vous voulez toutes être l'épouse exclusive d'un homme dans un contexte où il y a plus de femmes que d'hommes. Votre soeur, donc, qui les épouse. Parfois, je fais ça pour la méchanceté. Mais elles sont focalisées là-dessus. Alors, vous imaginez, le monsieur l'a lavé, il a fait d'elle ce qu'elle est. Elle arrive à un tel point où elle brille. Et c'est un certain type de regard qui se pose sur elle. Et là-bas, on tient le discours de la monogamie. Immédiatement, elle change de mindset. Elle se dit non, elle veut être la reine d'un seul roi, elle ne veut pas aller partager son homme avec patati patata. On commence à tenir tous les discours possibles. Parfait. Et là, on vous botte en touche, on oublie toutes ces années de sacrifice. Mon analyse n'exclut pas tout ce qui a été dit là, fort intéressant. Les intrusions dans la relation ou alors les interférences de la famille qui ont passé le temps parce qu'ils profitaient de cette relation à côté d'une certaine manière, par exemple, pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Voilà. C'est sûr qu'on a prétexté que non, il fallait une certaine stabilité par rapport aux études. L'enfant, ça peut venir perturber, patati patata, toute une série d'excuses. Allez même savoir si elle n'a pas utilisé à un certain moment donné des contraceptifs. Tout à fait. Alors que l'homme n'est même pas au courant, hein. Oh, les hommes sont malheureux. Hein. Mais je connais un comme ça, sans te couper peut-être. Oui, docteur. Sa femme il était très sûr de sa femme. Quand il arrive chez lui, il trouve que sa femme l'a toujours présenté une fille comme étant sa cousine. Quand il arrive comme ça aux environs, il était allé au travail et 10 heures, il pleuvait comme maintenant là. Il est vite rentré. Quand il revient, il trouve sa femme en train de coucher avec cette cousine-là. Parfait. Parfait. Pour rajouter de l'eau dans le moulin. Et j'insiste là-dessus. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'influence
le conditionnement de l'environnement. Tu l'as exprimé tout à l'heure avec le cas de cette fille de l'ENAM. Tout à fait. Justement, quand on a commencé à lui tenir le discours, mais attends, regarde ce que tu es devenu, Voilà. tu es épanoui. Docteur, tu peux être être la dépilon, la dépilon. Est-ce que ça correspond à ton stand? Voilà comment ça se passe. Ça devient compliqué. Échange de Marie-Chèque. Merci. Hein. Alors, allons au niveau des messages. Hein. Essayez d'envoyer les messages au niveau des 2 canaux, que ce soit par simple messagerie ou alors par WhatsApp. Parce que WhatsApp là dérange un peu. Donc, envoyez par les 2 canaux. Je suis à la simple messagerie. Bonjour Perfecto et à ton riche panel. Pour la dénonciation du jour, je ne blâmerai pas cette femme. Parce que ce que les hommes font ici dehors aux femmes, c'est pire. Donc, que le monsieur lise l'heure au calme. C'est Larissa Donkolbiswan. On sent que Larissa, c'est un professionnel. Hein. Là, il y a peut-être blessé quelqu'un. Bonjour le plateau. Que cette fille sache que la justice divine existe. Quant au monsieur, qu'il ne force pas, car quand une femme ne veut plus de toi, c'est la merde. Elle est capable de te tuer. Oui. Je suis une femme, mais c'est très écœurant et qu'il remette à Dieu. C'est André Bibiche et depuis Berthois qui envoie ce message. Hein. Oh Berthois, c'est la ville du soleil levant. Salut la famille, peu importe ce que tu peux faire pour une femme, elle va toujours voir ailleurs. C'est Joseph de la Cité Verte. Oh Joseph, faut pas aussi voir les femmes en noir comme ça. Hein. Il y a quand même des femmes sérieuses. Hein. Il y a des femmes fidèles. Alors, essayons de guetter du côté de WhatsApp si ça a changé. Pas forcément. Pas du tout. Alors, je reviens à la simple messagerie. C'est ça le Cameroun, hein, les problèmes de réseau. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour El Perfecto, le liable mal du microphone. Tu n'as pas trouvé mieux. Tu n'as pas trouvé mieux. Des choses et des Concernant la dénonciation de ce matin, il faut savoir que c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Voilà pourquoi les U30 ne m'ont jamais intéressé. Je préfère les jeunes mamans, c'est-à-dire les femmes âgées. C'est mieux là-bas. Gaston Cyril Ahanda Asiga. Depuis, voilà. Ok, tant mieux. Si tu te sens à l'aise là-bas. Je dis, les U30 ne l'ont jamais intéressé. Alors, bonjour le Perfecto, je me nomme Ronnie depuis Fumban. Je salue Tot pour son introduction majestueuse concernant la thématique du jour. Un autre message très rapidement. Bonjour Perfecto, je suis avec... bonjour spécial à toi Perfecto ainsi qu'à tout le panel. Un bonjour croustillant à mon ami et frérot Alino. Waouh. Bonjour croustillant. Je suis le pasteur Féo Blaise. Mais là, ça m'inquiète, hein. Comment un homme envoie le croustillant à l'autre homme? Parce que ne sont pas les choses de Jésus. C'est donc le pasteur Féo Blaise depuis Douala. Pour moi, la franc-maçonnerie a apporté au Cameroun les mensonges tels que pour réussir, il faut être franc-maçon. Ce sont des bâtisseurs. Ce sont eux qui bâtissent le monde. Vous avez des messes noires, des pratiques magico, et pas le reste, des ingurgitations des liquides bizarres, l'illusion de l'intelligence, de la puissance et de la gloire. Un autre message très rapidement. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération. Vraiment que ce tonton ne nous embête pas. Il s'est comporté comme un papa. Il reste calme et attend que sa compagne là soit en difficulté pour revenir vers lui et le solliciter pour d'autres faveurs. Chacun sait ce qui est important pour sa vie et ce sur quoi ou sur qui on peut se tourner pour se protéger. C'est Nicolas de Soie qui envoie cette contribution. À tout de suite pour la suite.
on vous le disait en ouverture, hein, la vidéo de ce matin sur GD Spiritualité nous amène justement à suivre un spiritualiste intraitant et qui est en train de soigner un fou et de soigner également un aveugle. J'étais de passage à Yaoundé du côté des Mimboman. J'ai été attiré par cette scène que j'ai filmée personnellement. Nous suivons et on reviendra sur le plateau pour quelques commentaires. Monsieur, à ta maman, dis à ta maman que son fils connaît, ton frère connaît. Pour qu'il soit guéri, il faut qu'il confesse. Il confesse. Il faut qu'il confesse. Tu as... Bonjour. 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 Ça c'est quoi? Bonjour. Ça c'est quoi? Tu as eu ça où? L'université. Hein? L'université. Hein? L'université. Qui t'a donné ça? C'était pourquoi? Pourquoi j'ai voulu vite. Hein? Pourquoi j'ai voulu vite. Pourquoi tu évolues vite? Et tu as vu ce que ça a fait? Je suis où d'abord? Je suis d'abord où?
Tu es où? Je suis où? C'est l'homme qui t'a sauvé la vie. Je t'ai sauvé la vie. Hein? Je t'ai sauvé la vie. Tu vas encore aller reprendre ça? Jamais. Jamais dans ma vie. Je connais même pas C'était la- pourquoi? Pour que tu évolues vite. Et l'évolution là-haut, tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es? Tu étais à l'université, bac plus quoi? Toi. Faut bien dire attends. C'est moi-même qui le filmais. C'était hier du côté des Mimoman où je suis tombé sur cette scène. Comme on n'aura pas beaucoup de temps, il y a une autre vidéo, toujours hier, où un aveugle a vu. Alors, je pose d'abord la question à Totin. Comment analyser ce genre de phénomène? Premièrement, j'ai constaté que c'est un thérapeute traditionnel. Vu ses attributs, j'ai remarqué la peau de chat tigre que j'ai abordé ici récemment. Il faut préciser que c'est un objet d'oracle, c'est-à-dire pour faire la voyance. On fait la voyance avec la peau de chat tigre. Généralement, c'est chez les pygmées Baka, ce sont les Baka qui transmettent ces connaissances-là. Donc, quand il étale ça, il est capable de tout voir. C'est comme la télé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à un certain moment, il lui a montré ça pour qu'il voit le film. C'est-à-dire c'est son film qu'il voyait à travers la peau de chat tigre. Et il faut préciser qu'au niveau du ventre, c'est-à-dire la peau interne, où il n'y a pas les poils, on enduit ça d'une poudre rouge qu'on appelle poudre de padouk. Et puis on fait certains rituels pour renforcer cette peau. Donc on lui a montré le film de sa vie. C'est pour ça que quand il a fini de voir le film, il s'est écroulé et le thérapeute a balancé donc a dit tout ce dans quoi on l'avait englué. Lorsqu'il a balancé, le gars a perdu connaissance. Il était donc question maintenant de localiser où se trouvait le problème à l'intérieur. Et donc le thérapeute qui voit, il a donc... On l'a vu l'attrapant, effectivement, là où il y avait le truc, et c'est ça qu'il a donc vomi, effectivement. Oh, moi j'ai eu peur que quelqu'un dans cette dent, on le croit encore comme ça au niveau de la poitrine. Voilà. Et tout ça. On constate donc qu'il a vomi une chaîne, Ouais. et c'est cette chaîne qu'il avait envoûtée et qui l'a rendu fou. Maintenant, le phénomène dans les universités, la mauvaise compagnie. L'université. Nous, frères, ici, on a fait l'université. Bien sûr. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être influencés. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui est fort de caractère. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de caractère. Moi, j'ai marché, moi-même, je suis un gars de Loncac. J'ai marché avec des gars qui faisaient beaucoup de choses bizarres la nuit. Mais, à un certain moment, tu te rends, tu dis, mon destin, c'est l'école, ce sont mes études. Tout à fait. Tu deviens une personne aguerrie. Quand tu arrives maintenant dans le milieu universitaire, quand moi je suis entré en première année, il y avait Lance-le, Lance-le du Centre culturel français. Quand tu arrives là-bas, tu ouvres un site internet, on commence à t'envoyer les messages, franc-maçonnerie, ceci, cela. J'ai esquivé ça comme la peste. Et pendant tout mon parcours universitaire, j'ai eu des amis qui partaient côtoyer les recteurs, les ceci. Moi, j'ai évolué de mon côté et je me suis bâti pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Nous appelons donc nos petites sœurs et nos petits frères d'éviter la mauvaise... Soit, quand c'est des filles, soit elles entrent dans les réseaux de prostitution où on leur dit qu'il faut avoir 3 gars, 4 gars, 5 gars. Il y a le mougou. Et des gens bien placés. Bien placés. Il y a le mougou, il y a le bon fouetteur qui ne dépense rien. Il y a d'autres qui sont là et tout ça. Chez les hommes, c'est les sectes. On les attire dans les sectes. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Ekankar, Gnose, etc., etc. Donc, le conseil qu'on peut passer à la jeunesse, c'est bâtissez-vous à partir de vous-même, de votre propre potentiel et à partir de votre génie. Et ce n'est que sur la base de vos compétences que vous pourrez réussir et de votre génie que vous pourrez réussir dans la vie. Merci. Je passe la parole à l'imam Cheikh Ali, analyse des travaux spirituels en live. Un monsieur qui était fou parce que lorsque ce monsieur se battait, je dis, c'est pratiquement 5 personnes qui le tenaient. Il avait la force d'un lion.
il fallait 5 personnes costauds pour le neutraliser. Et j'ai vu le monsieur, le traitant là, avec sa peau de chat-tigre, il a commencé, il va comme ça. C'est comme s'il neutralisait d'abord l'esprit du type là, et ainsi de suite. Et il a demandé qu'on le laisse, et c'est comme ça que... On peut croire à ce genre d'activité spirituelle? Bon, parfait ici, vous savez, ce jeune homme a été ensorcelé, il n'était pas fou. Il n'était pas fou. Il a été ensorcelé, possédé par un esprit. Et ce que le traitant a fait, c'est juste un désenvoûtement, quoi, parce qu'il était envoûté. Qu'est-ce qui prouve qu'il était envoûté? Parce qu'il avait dans son ventre un talisman. Qu'il a vomi. Oui, un talisman sous forme de chaîne. C'est un talisman. Vous savez que les talismans ont cette capacité de maintenir les esprits démoniaques dans le corps d'un individu, mais dans les environnements. Donc, ce talisman était le support de l'esprit qui le possédait, tout simplement. Et c'est l'esprit qui donne l'impression qu'il est fou. En fait, il n'est pas fou. Dès qu'on le délivre de sa folie, de cet esprit, il retrouve son il est redevenu lucide. Son état normal. Et nous rencontrons des cas comme ça parfaits ici au quotidien. Des personnes qui viennent accompagnées par leur famille. Quand on les fait, vous savez, en islam, on fait la ruqya. Parfois, ils vomissent des choses. Qui sortent de leur ventre. D'autres même vomissent des clous. Incroyable. Oui, des clous. Quelqu'un vomit. Tout un clou dans le ventre de quelqu'un. Ça sort de sa bouche. D'autres vomissent même des talismans. Ça sort de sa bouche. Des talismans, mais des gris-gris. Donc, il y en a qui vont chercher eux-mêmes cette magie. Il y en a qui sont victimes. Comme le cas du garçon, il dit que c'est à l'université. C'est lui qui est allé chercher à l'université. Vous savez que dans presque toutes les écoles, que ce soit au lycée, que ce soit à l'université, il y a des groupuscules d'élèves. Oui. Dans les grandes écoles, là, vous connaissez, je ne vais pas citer les noms, publics ou privés. Il y a toujours des groupuscules d'élèves qui sont là pour copter, pour apacher les étudiants. Et ces groupuscules d'élèves sont souvent des éléments, des responsables des établissements. Des recteurs, des directeurs et parfois des enseignants. Vous arrivez, vous fréquentez, vous voyez un groupe de jeunes élèves, étudiants qui mènent une vie de luxe tous les samedis, tous les week-ends. Au-delà même des vies de luxe, imam, oui. Lorsque j'étais à l'université, j'avais constaté, moi je comprends bien, quand moi j'étais à l'université, comment même je pouvais faire pour approcher le recteur? Ça commençait par où? Mais j'avais certains de mes camarades, ils te disent, bon, je m'avais salué le recteur, et il part au rectorat. Et on ouvre les portes, il commence à causer avec le recteur, il ressort, il a l'argent. Et je dis, mais mon frère, toi tu fais quoi pour être l'ami du recteur? C'est ça que j'ai parlé d'Apache, ça veut dire que il y a un groupe d'individus qui vous approchent. C'est pas vous qui allez vers le recteur, c'est les individus qui vous approchent. Gars, si tu veux être comme nous, voilà le réseau. Oui, on retrouve nos rectorats. Dimanche soir à telle heure, et ainsi de suite. Par exemple, ça peut ne pas être le recteur, ça peut être même des professeurs. Tout à fait. Bien sûr. Et je vous dis, il y a des étudiants qui, dans des cercles ésotériques, ont des degrés plus élevés que leurs enseignants. Ah bon? Bien sûr. Il y a des étudiants qui sont dans la franc-maçonnerie avant même l'enseignant, avant c'était une autre personnalité. Mais votre affaire là, c'est ridicule. Maintenant, l'étudiant est ton chef. Bien sûr. Et il y avait les délégués à l'université. Vous voyez un délégué, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui fait tout, et c'est lui qui commande même les enseignants. Merci. Nous n'aurons pas le temps de passer la parole aux autres personnes pour commenter la vidéo en question, puisque nous avons un gros sujet qui est inscrit à l'ordre du jour. Mais pour le monsieur qui faisait des activités spirituelles là, j'ai son contact. On ne sait jamais, c'est un traditionnaliste. Je l'ai trouvé sérieux, parce que moi, j'ai un grand esprit de doute. Hein. Je l'ai trouvé sérieux. Et donc, on ne sait jamais. J'ai son contact. Il s'appelle Monsieur Ikak. Il n'est pas de Yaoundé. Il est de Campo. Donc, il sort du village. Ce n'est pas quelqu'un de Yaoundé. Il sort de Campo. Fait qu'il nous dit aussi que ce n'était pas un scénario. Je ne pense pas, parce que je vous dis que j'ai l'esprit de doute et de discernement. Je le guettais bien. Et le monsieur qui était aveugle, parce qu'on n'a pas le temps. Vous savez, quand tu as les yeux d'un aveugle, ça se voit, non? Vous avez vu les yeux d'un aveugle? Bien évidemment. Voilà. L'iris est rongé. Bien évidemment. Vous voyez bien. L'iris. Et à un moment donné, vous voyez comment ça change. Bon, Revenons, on prend une transition et on revient sur le sujet inscrit à l'ordre du jour que tout le monde attend.
Qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté au continent africain? Quel est l'impact de la franc-maçonnerie au niveau de l'Afrique? C'est la suite de notre débat de la semaine dernière. Je vais d'abord passer la parole à l'apôtre Mebet. Apôtre Mebet, qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté à l'Afrique? Deux thèses s'affrontent. Une thèse qui pense que cette franc-maçonnerie a apporté des tonnes et des tonnes de choses au continent africain. Une autre thèse qui pense tout simplement que cette franc-maçonnerie a aliéné l'Afrique. Vous vous situez à quel niveau? Alors, parfait. Déjà, la semaine dernière, nous le disons ici, que la franc-maçonnerie, n'est-ce pas, nous avons vu que la franc-maçonnerie a puisé, n'est-ce pas, son essor, ses origines, n'est-ce pas, dans les civilisations anciennes et en majorité ou alors en grande partie, n'est-ce pas, dans l'Égypte antique. Nous l'avons dit, bon, il est vrai que certains sur le plateau n'ont pas été de cette année. Oui, Todd refute cette thèse. Voilà, il refute cette thèse, mais les preuves sont là, n'est-ce pas, les évidences également sont là. Nous avons vu qu'il y avait plein de pratiques également dans l'Égypte antique, n'est-ce pas, que les francs-maçons se sont inspirés de ces pratiques-là. Mais nous l'avons dit donc de façon officielle, hein, que la franc-maçonnerie a vu le jour, hein, en Grande-Bretagne, en Angleterre, nous avons dit cela, et que ça s'est propagé, n'est-ce pas, en France, en Écosse. Et on a vu, n'est-ce pas, que que la Grande Loge a influencé, n'est-ce pas, ces parties-là. Maintenant, aujourd'hui, nous devons parler, n'est-ce pas, donc de l'apport de la franc-maçonnerie en Afrique. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté? Moi, pour examiner cela, je me penche sur deux aspects. Je me penche sur l'aspect, n'est-ce pas, de la forme, n'est-ce pas, et l'aspect, n'est-ce pas, de fond. Dans l'aspect de la forme, nous allons par exemple voir, n'est-ce pas, que la franc-maçonnerie a contribué à ce qu'il y ait des élites politiques, des élites, n'est-ce pas, administratives. Donc on voit par exemple que la franc-maçonnerie a permis, n'est-ce pas, les administrateurs sociaux. La franc-maçonnerie a permis d'avoir des commerçants, des militaires, des intellectuels, des futurs dirigeants sur le plan africain. Parce que c'est la franc-maçonnerie qui a normalement préparé tout cela. Parce qu'on voyait, n'est-ce pas, les colons devant, mais il y avait des loges. Il y avait des loges maçonniques qui étaient derrière et qui ont favorisé, n'est-ce pas, la colonisation. Et pour ceux, ils sont donc venus avec des stratégies ou des stratagèmes. Et cette stratégie, donc, c'était, n'est-ce pas, de mettre des moyens sur pied. Des moyens à travers lesquels on devait contrôler les Africains. Et c'est pour ça dont nous parlons des administrateurs sociaux, nous parlons par exemple des militaires, hein, des commerçants, des intellectuels. Parce qu'il faut le dire, que quand on parle des francs-maçons, c'est pas quand même n'importe qui adhérait, n'est-ce pas, à cette loge-là. C'était des grands bâtisseurs, c'était des intellectuels. Et c'est pour ça qu'il fallait donc former des gens qui allaient prendre le relais en Afrique. Sauf que c'était de façade. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a un peu cela. Je prends l'exemple, après l'indépendance, il y a eu plusieurs dirigeants qui ont, n'est-ce pas, entretenu des liens avec les loges maçonniques. Je peux quand même citer ici Léopold Sédar Senghor, que j'ai énuméré là. Félix Houphouët-Boigny, par exemple, ou encore Omar Bongo. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui ont eu des liens. À un moment donné, Omar Bongo était d'ailleurs l'un des plus grands patrons en Afrique. Et effectivement, ce sont des personnes... Par la suite, nous avavons connu le président Sassou Nguesso. Exactement. Nous avons même vu en vidéo l'initiation de Ali Bongo. Effectivement, il y en a... C'est devant tout ça a été filmé. Il y a même plusieurs dont on a vu abhorrant, n'est-ce pas, des tenues, des insignes maçonniques. On a vu. Donc, voilà un peu à ce niveau-là. Maintenant, au plan, n'est-ce pas, de fond, comme nous l'avons dit. Vous allez chuter. Oui, on va chuter au plan de fond, n'est-ce pas? Nous voyons par exemple que ces gens-là, ils ont apporté certaines choses, mais en réalité, c'était pour aliéner les Africains. Parce que lorsque on donne une indépendance, n'est-ce pas, de façade aux Africains, la franc-maçonnerie s'est installée pour les contrôler. La franc-maçonnerie s'est installée, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, apporter du désordre. Par exemple,
quand on voit aujourd'hui des rites, en fait des rituels sataniques, n'est-ce pas, les enfants qui sont abusés, qui sont enlevés par-ci par-là, des cultes rituels, moi j'ai parfois causé, apôtre Mebet, j'ai parfois causé avec des francs-maçons qui me font comprendre que parfait, vos histoires où on mange les enfants, où on suce le sang, je ne sais de qui, ce sont vos sorcelleries là-bas. La franc-maçonnerie originelle ne connaît pas ces des rites. Je ne sais pas, certains francs-maçons me l'ont dit. Non, pas fait, c'est faux. Aucun franc-maçon ne peut venir ici et venir dévoiler les secrets de sa loge. Aucun. Mais bon, vous en parlez donc. Est-ce que vous êtes dans leur loge? Mais ce sont des études. Il y a des témoignages. Il y a des personnes qui ont écrit des livres. Comment toi tu sais que là-bas on suce le sang? Non, je prends par exemple, on a des livres. Edouard Tutus a écrit un livre. Edouard Tutus n'est pas franc-maçon, il est rosicrucien. C'est ça que je dis. Mais c'est toujours des couloirs. Et ils ont dénoncé plein de choses. Il y a plusieurs aussi qui ont dénoncé. On a par exemple, n'est-ce pas, des francs-maçons de 33e degré qui, n'est-ce pas, essayent de dénoncer les choses qui sont à l'intérieur. Même quand ils sont toujours tenus, comme on peut dire avec nos dirigeants africains, la majorité d'entre eux tenus un peu, comme je peux reprendre l'expression de Kémy Séba, n'est-ce pas, qui dit qu'ils sont tenus, n'est-ce pas, par le screen de l'oligarchie occidentale. Donc voilà un peu certaines choses. Alors, pour vous chuter, je vais simplement dire donc que c'était une façade, n'est-ce pas, afin de contrôler les Africains, afin d'apporter, n'est-ce pas, du n'importe quoi ici. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dans son ouvrage intitulé Méditation de prison, j'espère que je n'oublie pas le nom de l'ouvrage, le livre du professeur Edouard Tutus, il fait comprendre qu'il les a vus manger les bébés à l'étouffer. Ouais, effectivement. Vous savez ce qu'on dit, manger les bébés à l'étouffer? On mange les bébés dans le domba. On prépare dans le domba comme dans le domba de vipère. Et manger les bébés à l'étouffer. C'est Edouard Tutus qui nous dit, il est encore vivant. Et il y a des dossiers Epstein. Il y a des dossiers Epstein dont on parle des mêmes choses comme ça. Imam Cheikh Ali, certains disent que la franc-maçonnerie construit les États. La franc-maçonnerie bâtit les nations. Pour le cas de l'Afrique, la franc-maçonnerie a-t-elle été utile? Il faut dire parfois ici, si on peut parler d'utilité, on parle de la colonisation. Parce que la franc-maçonnerie entre en Afrique à travers la colonisation. Et la franc-maçonnerie a usé des instruments étatiques pour pouvoir étendre son hégémonie. Vous savez, le système de bourses scolaires, de bourses d'étudiants, qu'est-ce que les francs-maçons ont fait? C'est-à-dire qu'ils repéraient parmi les étudiants les plus intelligents, on les envoyait donc étudier en Europe. Et en Europe, lorsque vous étudiez, on vous initie dans les loges maçonniques. Notamment en France, dans la grande loge de France, beaucoup de présidents africains, quand on parle de France, on parle d'Afrique francophone, ont été initiés dans les grandes loges maçonniques en France, lorsqu'ils sont allés étudier. Et lorsqu'ils étudient là-bas, lorsqu'on vous initie dans la loge, vous revenez au pays, vous allez servir les intérêts des francs-maçons, mais sous administration coloniale. Ça veut dire que vous êtes ministre, vous êtes président, mais vous êtes là, vous servez les intérêts de la franc-maçonnerie. Alors, la chose qui est compliquée, c'est que quand vous avez prêté serment au sein de la franc-maçonnerie, de servir le grand architecte de l'univers, vous ne pouvez plus être service du peuple. Ah bon? Bien sûr, ça veut dire que vous êtes dirigeant, vous servez les intérêts du grand architecte de l'univers, vous ne servez pas les intérêts du peuple. C'est pour ça qu'on se pose la question, mais comment un dirigeant qui connaît les réalités du peuple, les souffrances du peuple peut rester indifférent? Oui. Non, parce qu'il vit sous condition. Mais si la franc-maçonnerie par essence est là pour bâtir, comment ne pas s'occuper des souffrances du peuple? Quand on parle de bâtir, il y a deux types de construction. J'ai parlé la semaine passée ici de la franc-maçonnerie opérative, qui a conçu des édifices, des églises, des ponts. Mais aujourd'hui, on parle de la franc-maçonnerie spéculative, dont ne construit rien. Ça veut dire qu'un médecin peut être franc-maçon, un enseignant peut être franc-maçon, je sais pas, un traditionnel peut être franc-maçon, n'importe qui peut être franc-maçon. Parce qu'ils sont bâtis avec les idées. On ne bâtit plus les édifices. On bâtit avec les idées. C'est pour ça qu'il dit que la démocratie est l'un des vecteurs de la franc-maçonnerie parce que c'est une idéologie. On ne construit plus les bâtiments. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, un franc-maçon ne maîtrise rien de la maçonnerie. Quelqu'un franc-maçon ne maîtrise rien de la maçonnerie. Non, ça peut être un médecin, ça peut être un enseignant, ça peut être un commerçant, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être n'importe qui, ça peut être un politicien, un économiste, ils ne connaissent rien de la construction. On parle de franc-maçonnerie spéculative.
Mais maintenant, ces francs-maçons qui font partie de la franc-maçonnerie spéculative sont des instruments des francs-maçons qui bâtissent. C'est pour ça que quand vous regardez les édifices publics ou privés, si on prend le cas du Cameroun, il y a toujours, pour la plupart des édifices, des symboles maçonniques, qui est la marque même, ou l'empreinte même des francs-maçons, qu'on peut dire, c'est nous qui sommes passés par ici. Quoique, l'économie, les francs-maçons n'ont pas une caisse pour construire. C'est l'argent du peuple, ils construisent avec l'argent du peuple au travers des institutions publiques. C'est pour ça que parfois ici, lorsque vous parcourez la ville, par exemple, de Yaoundé, vous allez voir, il y a beaucoup de symboles maçonniques. Vous avez l'obélix maçonnique, un symbole maçonnique très fort qui se trouve à l'hôtel de ville ici à Yaoundé. Ah bon? L'obélix, oui. On trouvait ça aux États-Unis, on trouvait ça en France, l'obélix maçonnique. Vous avez même les symboles de l'œil maçonnique, des pyramides maçonniques qui sont sur plusieurs édifices privés et publics au Cameroun. Vous avez la chaîne d'union. Vous savez ce qu'on appelle la chaîne d'union? Dites-nous. La chaîne d'union, c'est un symbole maçonnique qui est tellement répandu dans la ville de Yaoundé et partout au Cameroun, partout dans le monde entier. La chaîne d'union, c'est le fait de se tenir les mains, comme nous sommes assis là, comme ça, là, on se tient les mains. Mais est-ce que ce n'est pas signe de solidarité? C'est signe d'entraide? C'est signe de solidarité, parfait. Pourquoi vous voyez la franc-maçonnerie partout? Parfait, ici. Quand vous êtes des personnes qui êtes initiées, je ne veux pas dire initiées, c'est-à-dire qui avez la connaissance, vous distinguez ce qui n'est pas et de ce qui est. Par exemple, le soleil est un symbole maçonnique. Vous savez ça? Ce sont les francs-maçons qui ont créé le soleil? Non, je dis symbole. Ils utilisent Le comme symbole symbole. Pardon, le soleil est un symbole maçonnique. Vous avez vu l'édifice de l'Africa Foot? Oui. À l'entrée, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de l'édifice de l'Africa Foot? Dites-nous. Il y a une boule d'or. L'édifice d'Africa Foot appartient aux francs-maçons? Non, écoutez, moi j'explique seulement, mais là, si vous voulez... Je dis, quand vous voyez l'édifice de l'Africa Foot, à l'entrée, qu'est-ce qu'il y a? Le ballon. C'est pas un ballon. Non, ça représente un ballon. Quand vous regardez, ça n'a rien de ballon. Il faut aller pour voir. Le nouveau siège de l'Africa Foot. C'est ça, on ne parle pas de l'ancien. Il faut aller voir. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir l'œil de l'initié. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'interprétation. Mais qui avait intérêt à mettre ce genre de Moi, pôle? j'explique seulement parfait. C'est comme pour vous dire que les francs-maçons mettent les marques partout. Pour montrer que c'est eux qui ont bâti, c'est eux qui ont construit. C'est ça. Je suis en train d'expliquer quelque chose. On n'a pas le même regard des choses. Moi, si j'arrive quelque part, je jette 2-3 coups de regard, je sais qu'ici, c'est des francs-maçons. L'Africa Foot. La franc-maçonnerie, permettez. Pétier, ça veut dire quoi? Pétier, ça veut dire quoi? Mais ça n'a pas servi les intérêts du football. Non, mais mon frère. Mais l'Africa Foot, c'est une affaire de football. De football, hein. Et cette fameuse boule, c'est juste l'ornement. Vous savez que la FIFA appartient aux francs-maçons. Vous savez que la CAF est franc-maçon. Moi, je On ne le sais sait, rien. on Vous sait savez que que le football même là, oui, il y a des acquaintances. vous connaissez l'origine Avec du football. C'est ça. L'origine du football remonte autant des empires tels que l'empire, comment on appelle l'empire des Mayas et autres, qui faisaient des sacrifices d'êtres humains à leur divinité soleil. Oui. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec les têtes de ces gens? Ils jouaient au football avec les têtes. Même en Égypte. Oui. On faisait des sacrifices au dieu soleil. On sacrifiait les têtes des gens et le peuple prenait ses têtes, tapait, jouait au football. Vous êtes sérieux là? Mais je vous dis... C'est qui? Chez les Aztèques, les Mayas, les Incas, qui? Il faut avoir l'œil de l'interprétation. Ouais, c'est vrai, on ne peut pas tout interpréter, mettre dans la franc-maçonnerie, mais il faut être quelqu'un qui est très subtil dans le regard et dans l'interprétation. Parfait. Ce que... Non, c'est pas un débat entre les membres et vous. Non. C'est pour dire que les gens vont également parler. On ne doit pas quand même aujourd'hui tout démontrer que c'est franc-maçonnique, ainsi de suite. Non. Il faut tout n'est pas franc-maçonnique. Attends, nous sommes d'accord. Ce n'est pas... Parce que c'est que le code QR, que vous connaissez tous, c'est un symbole maçonnique. J'espère qu'on va tenir compte. À vous de nous dire. Le code QR est un symbole maçonnique, vous le savez. Il ne faut pas aussi Quand voir. vous regardez, Le code QR, c'est quoi? Il ne faut pas voir quand même la franc-maçonnerie. S'il vous plaît, c'est l'imam qui a la parole. Le code QR. Monsieur le pasteur, on n'a pas le même niveau de compréhension, d'interprétation. Personne ne parle du même niveau. Laissez-moi, permettez-moi d'évoluer. Allez-y. Ce que j'explique là, vous n'avez pas le niveau de comprendre. Vous n'avez même pas le niveau. Non, c'est ce que le vous code pensez QR, comprendre. quand on veut transmettre des données d'un téléphone, par exemple, à un autre téléphone, ou bien à travers les médias, Ou code scanner. QR, bien scanner, le scan, Oui. code QR, c'est
le plancher, comment on appelle ça, le plancher en damier avec les 3 poutres, les 3 colonnes de la franc-maçonnerie. Au centre du temple aussi maçonnique. beaucoup de bêtises. Écoutez très bien ce Il y a 2 piliers, Rose et Joaquin. Le 3e pilier vient d'où? Attendez. Les 2 piliers dont vous parlez, on appelle ça les 2 colonnes, c'est les colonnes qui représentent l'entrée du temple de Salomon. Mais je dis dans la loge maçonnique, je ne parle pas de l'intérieur de la loge. Il y a 3 colonnes. Vous ne connaissez pas, il faut apprendre. Il y a 3 colonnes. Tu fais quelle différence entre colonnes et chercheurs également? Merci. On va passer la parole au docteur Noah. Merci à l'imam. Que de révélations. Docteur Noah. Si je m'en tiens aux précédentes interventions, la franc-maçonnerie n'a rien apporté à l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas également excessif de le dire? Il y a première des choses, je vais revenir un peu légèrement. Lorsqu'on parle de scanner... Je vous suggère d'être précis et concis. Lorsqu'on parle de scanner au niveau du code QR, il y a ce qu'on appelle les pixels. Et ce sont ces pixels qui créent ce qu'on appelle les entropies. Et les désentropies, ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. C'est mon domaine. Je suis porté d'écouter Noir. Oh là là. On ne va pas tous parler dans le temps de parole des autres. Alors, la franc-maçonnerie, c'est mon domaine. Moi, je suis informatique. Je fais presque tout. Même dans mon langage, tu sauras que ce que je dis est vrai. Tu ne sais pas presque tout. C'est ce que je t'ai dit, je suis presque dans tout. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle dans le code QR. Ouais, imam. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a donc ces carreaux-là, on les appelle comment? Ces petits carreaux-là s'appellent comment? Je parle de petits carreaux. Tu vois donc que tu ne retrouves pas, on appelle ça des pixels. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les black and white. Et dans ça, il y a ce qu'on appelle les entropies, c'est-à-dire quand c'est en désordre. Et il y a les désentropies lorsque ça forme une image. Et maintenant, dans cette désentropie algorithmique, ça peut se retrouver avec un nom, ça peut se retrouver avec un chiffre, ça peut se retrouver avec un code pour que ça s'ouvre. Merci bien. Pour que ça soit connecté. Nous allons évoluer. Ce n'est pas le sujet du jour. Bon, permettez-nous d'aller droit au but. Allez-y, docteur. Maintenant, la franc-maçonnerie, déjà d'abord, est un cercle ésotérique. Ésotérique renvoie à ce qui est caché, renvoie à ce qui est secret, renvoie à ce qui est hermétique. Et la franc-maçonnerie utilisait l'art de Zosime. Je peux montrer, c'est très important. L'art de Zosime, Zosime qui a vécu plus de 2200 ans avant l'ère actuelle, et plus de 800 ans avant l'ère actuelle, et Zosime qui était à la fois grec et qui était à la fois égyptien. Parce qu'il avait les rapprochements, on peut faire des recherches. Alors, Zosime parlait du secret. Et dans ses livres, il dit, je lis le livre des contes, le livre 4e de Zosime. Zosime dit, ceux qui avaient l'art de fabriquer les pièces d'argent ne dévoilaient jamais leur secret. Vous pouvez le voir perfecto. C'est difficile que vous rencontrez quelqu'un qui vous dise que je travaille à la BEAC et je fabrique l'argent. Deuxième des choses, il dit, ceux qui avaient aussi l'art de trouver et de constituer l'or, le gardaient de manière très secrète. Parce que si on remettait le savoir de l'or à tout le peuple, il y allait avoir dysfonctionnement dans la société. C'est ce que Nicolas Valois dit encore dans ses œuvres. Il dit, si on remet la connaissance des mystères de ce monde pour produire des richesses et des biens, il n'y aura plus quelqu'un qui va servir l'autre, il y aura déséquilibre. Alors, la franc-maçonnerie en tant qu'une fraternité hermétique et secrète, elle s'est réservée beaucoup de choses. Elle a donc 2 volets. Elle a un volet qui est populaire, solaire. Elle a un volet qui est nocturne et secret. Comme Cheikh Ali l'a dit tout à l'heure, il a parlé de celle qui est opérative et celle qui est spéculative. Nous avons encore cette image-là. Elle nous montre comment la fraternité des maçons est stratifiée. En haut là, nous avons le diable qui est représenté sous la forme de balle
Et nous avons ensuite la famille royale, notamment le roi d'Angleterre, le roi d'Espagne, et avec ceux du Vatican. Tu peux toujours tourner et montrer, s'il te plaît. Tourne, reviens. Non. Voilà. On va prendre ça à l'écran. Voilà. Alors, et là, nous avons de l'autre côté la famille des Rothschild, qui est au bas de la pierre fêtière. Nous avons la famille des Rockefeller. Nous avons les sionistes. Nous avons le Vatican. Et nous avons certaines autres fraternités. Enfin, à plus bas encore, nous avons ce qu'on appelle les world leaders. Les world leaders, ce sont les dirigeants de ce monde. C'est-à-dire qui sont notamment en Angleterre, qui sont notamment en France, qui sont notamment aux États-Unis comme étant des présidents. Nous avons maintenant ce qu'on appelle de Hollywood stars, c'est-à-dire là où il y a des vedettes. Et dans ce... Je ne comprends pas bien. Ceux que vous citez là, ce sont des gens qui font partie de la franc-maçonnerie. Bien sûr, c'est la franc-maçonnerie totalement stratifiée. Stratifiée parce que c'est un tableau pyramidal qu'ils ont plagié de l'autre côté en Égypte. Parce que l'Égypte également avait cette forme pyramidale. Pour rejoindre ce que le pasteur disait quelque part, que les origines aussi de la franc-maçonnerie viennent de l'Égypte. Par exemple, même dans le phare, vous allez voir, il y a le haut dignitaire, il y a ce qu'on appelle les grands prêtres, il y a ce qu'on appelle les prêtres, et il y a ce qu'on peut encore dire entre guillemets les compagnons. Vous voyez donc là plus bas là, nous avons cela. Le peuple. Oui, nous avons plus bas maintenant le peuple. Vous voyez ça? Qui est soumis par rapport aux choses qui sont dites depuis le haut et qui subissent une certaine descendante ou alors une certaine diminution de fréquence jusqu'à ce que ça atteigne le peuple et le peuple qui fonctionne comme étant des robots. Alors, nous devons donc savoir que la franc-maçonnerie qui est donnée aux Africains est celle qui est spéculative. Elle n'est pas celle qui est opérative. Les disciplines qui sont données aux Africains, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit l'informatique, ce n'est pas la glande, ce n'est pas le centre. On leur remet toujours celle qui est spéculative. Je m'explique. On ne te dira jamais que Nikola Tesla a été initié dans certains savoirs. On te donnera seulement ses théorèmes et ses théories. On ne te dira jamais que par exemple, Isaac Newton a séjourné en Inde. On te donnera seulement les théories sur la pesanteur, sur la gravitation, et ainsi de suite. Mais il y a un côté qui est secret, il y a un côté qui est hermétique, dont il n'en parle pas. Et même en ce qui concerne même l'égyptologie, vous allez voir que la chaire des disciplines d'égyptologie qui a été ouverte, je crois c'était à Strasbourg, en France, qu'on a décidé de l'ouvrir dans les années 1800, on nous a remis celle qui est pédagogique, mais sont restés avec celle qui est nocturne. Vous voyez ça? Et vous voyez, vous allez constater, c'est Bram Stoker, qui est un célèbre sataniste, et qui a... Oui, c'est Bram Stoker, c'est ce monsieur qui est l'auteur de Dracula. Et c'est ce monsieur qui est l'auteur du premier film La Momie. Parce qu'il y en a 4 films La Momie. Le premier est réalisé en 1981. Plus loin maintenant, nous avons celui de 2000, le retour de la momie, ainsi de suite. Ce monsieur Bram Stoker, il parle comment ils étaient en train de pratiquer certains rites pour avoir accès aux connaissances mystiques qui se retrouvaient en égyptologie ou dans les savoirs égyptiens antiques. C'est pour dire donc quoi? Lorsqu'ils font dans leurs travaux, il y en a ce qu'ils détiennent de manière très secrète. Si vous tournez par exemple l'image, tournez l'image, vous montrez. Ce monsieur est un nécromancien. Il s'appelait Leslie Flint. Ce monsieur a découvert l'appareil qui permet de parler aux morts. Je sais qu'après cette émission, j'aurai de sérieux problèmes. Je sais de quoi je parle. Laisse-moi finir, frère. Je sais que j'aurai de sérieux problèmes parce que ce sont des choses qui sont très secrètes. C'est ce monsieur qui découvre l'appareil dont on parle aux morts, qui s'appelle la psychotron. Vous pouvez le voir là comme une balance. Ils arrivent sur une tombe, ils la placent, si c'est l'ancêtre de Douk ou de Cheikh Ali qui est mort, ils entendent sa voix et ils entendent ce qu'il est en train de dire. Ils ont tenu ça secret et ils ont expérimenté ça à Leibniz, en Allemagne, dans une paroisse où plus de 500 paroissiens se sont retrouvés en train de parler aux prêtres qui se retrouvaient à l'intérieur. On place ça sur les tombes. On place ça sur la tombe et ils se mettent à communiquer. Voilà pourquoi, quand on parle... C'est un appareil maçonnique. C'est un appareil maçonnique. Et il faut atteindre les profondeurs pour connaître ces choses. Vous allez voir quelque chose qui est très bien et que vous deviez constater. Par exemple, dans le cas de l'égyptologie, M. Alain, vous allez constater qu'il y en a deux.
Permettez-moi, et c'est où je vais chuter. Il y en a celle qui est dure, qui est faite des archéologues, qui est faite des paléontologues, qui est faite des historiens, qui est faite des géographes et des scientifiques et qui vous montre à la télé. Mais il y en a celle qui est nocturne, qui est faite des nécromanciens, qui est faite des cristallomanciens, qui est faite des prêtres de la magie noire, et ainsi de suite. Après, maintenant, ils utilisent certains parfums pour pouvoir parler aux divinités, aux rois qui sont endormis, et ainsi de suite. Vous avez là le benjoin. Vous voyez ça? Ce benjoin permet à ceux qui communiquent avec les morts. Nous avons là le copal, qui est utilisé dans la magie noire de la franc-maçonnerie, dans la nécromancie. Et puis nous avons l'Unujat, qui permet jusqu'ici que lorsqu'il pompe ça sur un corps ou sur une momie, ils réussissent non seulement à être en contact avec cette personne et reçoivent les arcanes. Perfect, je vais vite te poser la question, celle de savoir. Vous ne vous posez pas la question, celle de savoir avec quelle faculté rapide les Occidentaux font pour connaître 1. Où il y a des trésors, 2. Où il y a les archives, et 3. Comment ils peuvent prendre un papyrus comme le papyrus d'Éléphantine, après le lendemain ou quelques temps après, ils réussissent à vous matérialiser la science de ça. Vous ne vous posez jamais cette question? Pourquoi ne nous donnent-ils pas les secrets sur les avions, les secrets sur les nucléaires, les secrets sur les bombes atomiques, et ainsi de suite? Pourquoi ils ne nous le donnent pas? Parce qu'il y a un seuil, il y a un endroit où on appelle la maison du silence et on ne le remet pas à tous. Merci, hein. Merci, Docteur Noir, pour toutes ces révélations. Et, je vais passer la parole à Toth. Moi, je ne me poserai pas la question inscrite à l'ordre du jour à Toth. Je connais déjà la réponse, mais je vais poser une autre question à Toth. Si je m'en tiens à ce que Docteur Noir vient d'énumérer tout à l'heure, on comprend quand même que de manière profonde, la franc-maçonnerie a un savoir. De manière profonde, la franc-maçonnerie a une connaissance. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour le cas de l'Afrique? Oui, premièrement, nous a dit que Zosime était égyptien. Zosime était un alchimiste grec. Il n'était pas égyptien. Zosime a vécu autour du 2e siècle avant l'ère actuelle. Donc, il était purement de culture grecque. Maintenant, nous avons nous démontré que... Non, on dit ici qu'il est égyptien. Voilà Wikipédia. Non, c'est faux. Non, Zosime, voilà Wikipédia. Non, voilà Google. Non, Zosime n'était pas... Il est égyptien et turc. Zosime... Évoluons, Toth, évoluons. Il y avait les Grecs qui habitaient Alexandrie. Et ils sont arrivés en Égypte. Alexandrie, c'est la capitale de l'Égypte. Pourquoi ça porte Alexandre? Parce qu'on a dédié Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Donc il y a les Grecs qui habitaient Alexandrie. C'est pas parce qu'ils habitent. Donc si un Italien vient habiter Ngomodjap, on va dire qu'il est de Ngomodjap. Non. Voilà. Donc maintenant, je voulais dire que quand j'entends le frère Noir parler, ils vont nous donner l'impression que les Occidentaux ont réussi à créer les appareils qui les ont amenés à décoder, ou même de développer des techniques qui les ont amenés à décoder les mystères de l'Égypte. Et que ce sont ces mystères qu'ils appliquent. Maintenant, je vais poser la question à Noah. Que quelqu'un qui entre dans le rite Sceau, par exemple chez nous, les bêtis, et qui n'est pas naturellement disposé à faire du bien, est-ce que la personne va prendre les rituels là pour faire du bien ou pour faire du mal? Le rituel est rituel, comme le couteau. On peut utiliser le couteau pour découper les oignons, comme on peut utiliser le couteau pour tuer les gens. Le rituel est une connaissance. Maintenant, on peut utiliser cette connaissance pour faire du bien ou pour faire du mal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si les égyptologues occidentaux, qui sont des mystiques, avaient véritablement décodé les mystères d'Égypte, leur modèle politique, leur modèle économique et leur modèle sociétal, y compris le médicatif, devait refléter le modèle égyptien. Le modèle économique égyptien, c'était quoi? C'était l'économie distributive. Ça veut dire quand on finit de récolter le mil et tout ça dans les villages, si une maison a 10 personnes, on a récolté 10 sacs, on retient 5 sacs pour nourrir la maison, les 5 autres sacs vont à la chefferie. Le chef prend aussi pour envoyer à son supérieur. Donc, il y a le grenier du roi qui fait en sorte qu'en période de disette, ce roi redistribue
la richesse. C'est ça qu'on appelle la politique, l'économie distributive. C'est pas l'économie qui est pratiquée par les Occidentaux. C'est le matérialisme où il n'y a qu'un petit groupe d'individus qui a rassemblé tous les biens et qui en profitent pendant qu'ils esclavagisent les autres. C'est donc deux modèles différents. Le modèle politique était un modèle qu'on appelle la décentralisation. C'est comme ça qu'il y avait les nomarques, il y avait les chefs de canton, il y avait les gens machin. Donc, le roi n'appliquait que les décisions prises à partir des chefs de famille, des chefs de village, des chefs de ceci, jusqu'à quand le roi fait l'évaluation avec son comité de sages, il prend donc des décisions. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a les grands électeurs aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont des milliardaires. C'est pas le peuple qui décide. Ce sont les grands électeurs, mais on dit que les États-Unis sont démocratiques. Donc il y a une minorité qui impose une logique à tout le peuple. Alors que dans l'Égypte pharaonique, la sagesse venait de chaque chef de... Donc les réalités locales remontaient au roi et le roi faisait donc l'autopsie de tout et il prenait des décisions avec le comité de sages. Voilà deux modèles politiques radicalement différents. Maintenant, au niveau des rituels, quand on parle de l'origine de l'homosexualité dans la franc-maçonnerie, il faut étudier les mystères de la Grèce et de la Rome antique. Il y a même un film, une série. Est-ce que cela est démontré? Bien sûr, affaire bien sûr. D'homosexualité à la franc-maçonnerie, est-ce que c'est démontré? C'est démontré pourquoi? Parce que c'est les écoles... Parce que certains francs-maçons refutent cette accusation. Ça c'est justement ceux qui sont dans la franc-maçonnerie spéculative, qui sont dans ce qu'on appelle la pédagogie, l'enseignement. Il faut préciser qu'il y a deux modèles de construction. Il y a une construction qui est d'abord le bâtissement de soi. Avant une construction extérieure, c'est-à-dire les édifices et autres. Il y a d'abord une construction de soi. Donc, dans cette construction de soi, quelles sont les techniques de construction chez les francs-maçons? Ils obéissent au mystère de la Grèce antique et de la Rome antique. Ils obéissent au rite de la Kabbale judéo-chrétienne que j'ai présenté ici. Leur construction a pour but déshumaniser l'homme à travers des rites avilissants pour faire renaître un homme froid sans sentiment, comme une bête, et possédé par une entité. Voilà le but que les francs-maçons doivent atteindre. C'est la raison pour laquelle ils peuvent vous voir dans la souffrance, ils se fichent de vous, ils sont froids, et ils sont cyniques, le cynisme. Donc, quand on parle de la construction chez eux, ce n'est pas une construction spirituelle divine, c'est une construction septième et satanique. C'est-à-dire que on t'humilie à travers des rites que nous connaissons. La sodomie. Mais est-ce que vous allez dire que la franc-maçonnerie, c'est du satanisme? C'est du satanisme pur et simple. Regardez les francs-maçons, regardez comment ils se comportent. Quand on dit, pas seulement les Africains, même les Occidentaux. Moi, j'ai vu des francs-maçons donateurs. Non, mais ils donnent des francs-maçons qui aident. Ils font dans ce qu'on appelle le caritas, non? C'est ça qu'on appelle le caritas, non? Le but du caritas, c'est quoi? Celui à qui tu donnes, c'est pour qu'il t'envoie ses énergies. C'est tout. C'est une sorte de vampirisation. Ça fait quand on parle de caritas à l'église, donc c'est ça? Effectivement. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, mais je sais de quoi je parle, mon frère. Je suis non en train de... Parce qu'à l'église, chez nous, il y a la caisse caritas. Oui, mais les caritas... Bon, je pose donc... Oui, il y a le caritas à l'église. Pourquoi les prêtres dépouillent les vieilles mamans qui n'ont rien à manger à la maison? Dépouiller comment? Alors que ils ont l'argent. Ils sont encadrés par le Vatican. Ils n'ont pas imposé. La vieille maman ne parvient pas à manger chez elle. C'est libre. Mais elle doit suer, transpirer pour que le dimanche, elle aille jeter un seul franc qu'elle ne peut même pas utiliser pour nourrir ses propres enfants. Et vous dites que c'est ça, c'est normal ça? Si c'est pas la vente, alors laissez-nous développer. Laissez-nous développer. Vous avez eu votre temps de parole. Vous nous embrouillez, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que dans le rituel de la franc-maçonnerie, le premier but, ils appellent ça quoi? L'humiliation avant l'élévation. Et cette humiliation passe donc par plusieurs procédés. On te transforme en cynique comment? Un, par les pratiques de sodomie qu'on retrouve chez les Grecs et les Romains et dans la Kabbale hébraïque. Est-ce que c'est démontré? C'est démontré, c'est clair. Ils ont pris ça en Égypte. Ils ont pris en Égypte. Montre-moi là où les pratiques montre-moi les textes égyptiens qui parlent. L'historien Molière, je veux dire, Molière démontre que ce qu'il y a en Grèce là vient de l'Égypte antique. Eux-mêmes sont les Kamites. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord que les Grecs et les savants grecs sont allés en Égypte. Pourquoi ils refusent ici d'accepter? Tu as eu ton temps d'accepter aussi que ce que les Grecs ont vient d'Égypte antique. Ça veut dire que si l'homosexualité est en Grèce, ça vient en Égypte antique. Acceptez ça. Non, la Grèce n'a pas sa partie. Merci à toi. Toi, tu reprends la parole. Et toi, tu vas chuter. Mais c'est quelle déduction ça? Ça veut dire que si quelqu'un est allé chez les Bassa,
et apprendre à lancer le son, ça veut dire que ce sont les Grecs. Tu ne reconnais même pas. Tu ne reconnais même pas. Non, mais c'est. Tu ne reconnais même pas que l'Égypte a influencé les Grecs. Il fait le désordre sur ce Ce n'est pas le désordre. Laisse-le développer. Toi, tu tombes. Laisse-le développer. La Grèce a sa culture et son panthéon. Là-bas, il y a Zeus, il y a Dionysos, il y a Apollon. Ce n'est pas Osiris, ce n'est pas Amon-Ra. On parlait de pratiques tout à l'heure. Dans les pratiques de déshumanisation, on les transforme en cyniques à travers la douleur de la sodomie que l'homme éprouve. On les transforme en cyniques à travers les crimes. On t'amène à tuer pour la première fois pour que tu comprennes que la vie n'a pas de valeur. On te déshumanise en te faisant manger et ingurgiter des choses aberrantes, telles que les excréments, les urines et autres. Vous êtes sérieux? Bien évidemment. On t'amène, on te déshumanise en te faisant comprendre que tu es supérieur aux autres. Que toi, tu es un homme supérieur à part. Merci. Et les autres sont des esclaves. Et on te déshumanise en te faisant comprendre que c'est pas la famine, la crainte et la terreur que les rois et les grands dirigeants doivent imposer le respect. Alain Douk, qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté à l'Afrique? Bien, on va donc rentrer un tout petit peu sur le sujet. Vous savez, quand moi je prends la parole sur ce genre de problématique, je vois l'humanité en danger face à la conspiration maçonnico-satanique. Je ne suis pas dans des reclusions d'ordre racial. Et c'est ce que d'autres font. Ça n'aide pas. Je vais d'abord commencer sur la question de l'homosexualité. L'homosexualité, comme je l'ai toujours dit, c'est comme cul et chemise en ce qui concerne son rapport à la maçonnerie. J'ai envoyé cet article à Todd. Le titre, c'est un article scientifique publié dans le cadre de recherche universitaire. La plateforme, c'est Sociologos. Le nom de l'auteur, c'est Charles Gebogo. Le titre de l'article, c'est l'homosexualité en Afrique, sens et variation d'hier à nos jours, où il est établi avec maestria qui a toujours eu un ancrage anthropologique, civilisationnel, une présence métastasique de l'homosexualité en Afrique. J'ai envoyé cet article à Todd. Faut qu'on Je ne l'ai pas lu. Ne le lis pas, c'est ton problème. C'est un travail scientifique. Nous avons le papyrus Chester Beatty One, où on voit bien Je tape le deux Chester divinités égyptiennes. Est-ce que tu demandais qu'on ne t'interrompe pas, mais tu commences à Je ne faire t'interromps pas, exactement. Voilà, arrête de bavarder, j'ai la parole. Souffle de m'écouter. Où on voit bien Seth et Horus dans une conflictualité qui finit par amener Horus à soumettre son oncle Seth, une des divinités du panthéon égyptien, par sodomie. On a plusieurs autres papyrus qui traitent des affaires un peu immorales de la part des divinités égyptiennes. C'est pas ça l'enjeu. Moi, je ne veux pas qu'on discute des évidences. Nous avons une personnalité maçonnique de premier ordre. Elle a dirigé la grande loge maçonnique de France, la grande loge féminine. Son nom, c'est Catherine Lyoté. Catherine Lyoté. Elle a fait un post, et j'aime relayer cela, où elle dit clairement, elle reconnaît que la divinité adorée dans la maçonnerie, c'est Lucifer. Tout à fait. Avant qu'elle ne le dise, je l'ai toujours dit aux gens, ben, lisez Moral and Dogma. Hein? Moral and Dogma de l'autorité Albert Pike. Moral et Dogma. Vous allez vous rendre compte que lui aussi prend quelque part du temps pour spécifier quelle est la déité adorée dans la maçonnerie. Aleister Crowley, lui-même dans ses écrits, va loin, tant sur l'homosexualité et la pratique du magico-anal et la divinité qu'on retrouve dans le culte. Parce que c'est ça, il faut que les gens retiennent ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. La thèse de l'école quelqu'un a la parole. La thèse de la franc-maçonnerie, c'est une école de philosophie. Ça, c'est ce qu'on appelle là-bas l'exomessage. Tout à fait. C'est-à-dire que le message de séduction, lorsqu'on veut miroiter et promouvoir la franc-maçonnerie aux gens qui ne sont pas de véritables initiés. Que dit Pike en réalité?
Vous n'avez pas le droit. C'est ça donc hein, la loi de l'omerta en maçonnerie. Pour chaque degré, en réalité, quand vous êtes dans un degré, vous n'avez pas le droit de communiquer sur les réalités, les secrets du degré en question avec quelqu'un qui n'est pas du degré en question. J'aurais des problèmes. Donc, c'est pour cela que quand vous commencez dans les premiers degrés, on vous miroite des cours de philosophie, la recherche d'une certaine sagesse, la construction du temple, voilà, de notre esprit, etc., en utilisant la symbolique du temple salomonique, etc. Mais degré après degré, vous allez vous être confronté à une réalité qui n'est pas forcément celle qu'on vous a donnée depuis le début, et c'est structuré comme ça. Vous voulez dire que dans la franc-maçonnerie, dès le départ, on commence à vous manipuler. Bien on sûr. ne vous dit pas la vérité. Bien sûr. Non, mais c'est fondamentalement la manipulation. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est le leur Lucifer, c'est le Dieu de la machination, de l'entourloupe, de la fraude, La malice. de la malice, du mensonge. C'est comme ça depuis le début. Mais moi, je suis un peu perdu. Vous dites que le Dieu qu'on loue du côté de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer. Lucifer. Mais moi, je vois plusieurs francs-maçons qui sont des fervents croyants, qui vont à l'église tous les dimanches, tous les midis d'ailleurs. Je prends le cas d'une église à Yaoundé, ils ont même une messe tous les midis, et on loue Jésus-Christ, on parle de Dieu. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Il y a un projet de subversion de l'ensemble de l'humanité pour la pervertir, en inversant les valeurs, en inversant la donne, et l'amener à une inclination adorative à Satan. Et si vous voulez donc appeler la totalité de l'humanité, vous n'allez pas créer forcément des barrières. Ils vont vous dire qu'ils acceptent tout le monde. J'ai cité ici là. Albert Pink. Non, pas Pike. J'ai cité comment son nom, Yves. Le nom va revenir. Le nom va revenir. Où il expliquait. Je l'ai cité ici. Où il disait que catholicisme, etc., tous ces ismes-là qu'on retrouve dans la religion, c'est absolument rien. Ce sont des prête-noms, ce sont des prénoms qui Très bien. un seul nom. Le nom en question, c'est franc-maçonnerie. Pour te dire que quoi, eux-mêmes vous le disent, qu'il n'y a pas antagonisme à être un mahométan, à être un catholique, à être un presbytérien, à être un chrétien et être maçon. Parce que justement, l'enjeu est à ce niveau, c'est de regrouper tout le monde et de subvertir l'humanité au vrai créateur. Permets que je sorte. La question c'est, est-ce que la franc-maçonnerie a apporté quelque chose à l'Afrique? Ah ben non, je sors par là pour dire ceci. Quand vous entrez dans ces choses, vous allez remarquer quelque chose. L'Afrique n'est rien là-bas. Je tiens déjà à vous le dire. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans les plus hauts degrés... L'Afrique n'est rien là-bas, comment? Les Noirs, attends d'abord. Et tous nos francs-maçons, alors que nous avons ici, ils servent donc à quoi? Parce qu'au niveau... Ce sont des laquais? Quand je parle de la grande structuration du monde de l'occulte, au niveau transnational... Non, Tot. Moi, je vois des gens ici, Alain Do, je vois des gens ici qui sont même très contents d'appartenir à cette affaire. Et toi, tu nous dis que l'Afrique n'est rien là-bas. Ils le savent. Donc, ce sont des esclaves là-bas. C'est pour ça que je dis, parfait, pour ce genre de sujet, il manque du temps pour qu'on explique aux gens les enjeux. Ils savent, notamment, et Satan n'oublie pas ça. Satan n'oublie pas que le rédempteur de l'humanité était nègre. Donc, il y a cette espèce d'aversion d'abord fondamentale qui a contre la race en question. Et c'est pour cela que même dans le monde de l'occulte, du satanisme, le noir même là-bas n'arrive pas à atteindre certains degrés. C'est-à-dire dans la structuration hiérarchique du monde de l'occulte. Quand il y a des grandes messes, les plus hauts degrés de l'illuminisme satanique, les noirs ne se retrouvent pas. Parfait. Il faut que les gens le comprennent. C'est un système de perversion, d'inversion de valeurs. Et comme pour contrôler le monde, il faut contrôler 3 piliers. Il faut contrôler la religion, il faut contrôler l'économie, la finance, et il faut contrôler le politique. Et justement, donc, ils se répandent au travers des loges maçonniques pour recruter le maximum de personnes au travers de ces 3 axes et réaliser un agenda que nous ressentons chaque jour dans les différents aspects de la vie sociale. Merci Alain. Donc nous allons lire au pas de course quelques messages là. Bonjour parfait ici, beau panel. Moi j'aimerais savoir pourquoi Monsieur Tot est souvent si fier de brandir que tout vient de l'Égypte. Et aujourd'hui, quand il s'agit de la franc-maçonnerie, il dédouane cette même Égypte. La franc-maçonnerie tire ses origines de l'Égypte. Les Égyptiens étaient de très grands maçons de par leur construction. Donc c'est de là que cette pratique a été
transportés pour le monde. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Je pense que nous sommes déjà dans le dans le ben de la franc-maçonnerie. Je note conseil de chercher juste la farce. Dieu créateur du ciel et de terre, David de Mbalmayo. Un autre message. Bonjour, Perfecto, ainsi qu'au panel. Long message, hein? Oh là là. À la question, qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté à l'Afrique? Je pense qu'il faut répondre avec honnêteté et sans fantasme. Les défenseurs de la franc-maçonnerie disent qu'elle a apporté des réseaux de solidarité entre élites, une certaine culture de discipline et de discrétion, des espaces de dialogue entre dirigeants, ainsi qu'une influence dans les domaines politiques, administratifs et économiques. Plusieurs dirigeants africains réputés proches de la franc-maçonnerie, comme Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Omar Bongo ou encore Blaise Compaoré, ont souvent été présentés comme des hommes de réseau capables de maintenir des relations diplomatiques fortes avec l'Occident et certains centres de pouvoir internationaux. Mais la vraie question est, ces réseaux ont-ils réellement servi les peuples africains ou surtout les élites africaines? Car lorsqu'on observe l'Afrique depuis les indépendances, on constate que les pays où les réseaux maçonniques ont été les plus influents ne sont pas forcément devenus des modèles de justice sociale, d'industrialisation ou de souveraineté économique. Au contraire, beaucoup d'Africains reprochent à la franc-maçonnerie d'avoir accompagné la reproduction des systèmes néocoloniaux, le maintien d'élites déconnectées des réalités populaires, l'opacité dans la gestion du pouvoir et une forte acculturation des dirigeants africains. Je m'arrête à ce niveau parce que ton message est très long. Hein? Un autre message ce matin. Au TEP, à vous, Monsieur Parfait, ici, ils sont nombreux à disserter sur la pierre sans jamais avoir tenu le ciseau. Ils confondent l'ombre du temple avec le temple, le secret avec le mystère. Or, la franc-maçonnerie spéculative ne renonce pas au monde. Elle élève l'âme en cathédrale intérieure, mais cette architecture de l'esprit doit, par nécessité, se prolonger dans la cité des hommes. Telle sa pierre brute, c'est simultanément sculpter sa conscience et participer à l'édification du monde physique, car le dedans et le dehors obéissent au même fil à plomb. L'initié véritable ne fuit pas la carrière, il y descend pour mieux bâtir. Je rigole à écouter Monsieur Noir qui s'amuse à farcir des incohérences historico-scientifiques, utilisant de façon alambiquée des concepts d'entropie et prétextant la véracité de machines pour communiquer avec les morts. Sachant bien que toute tentative de fabrication de nécrophonique et communication avec les morts ont été scientifiquement un échec depuis Thomas Edison. C'est ça que l'humble ignorant. Ah ben, il a une phraséologie vraiment maçonnique. Par rapport à ceux qui disent que je ne sais pas où j'ai dit que tout vient de l'Égypte. Ça veut dire que... Non. Il faut nous excuser. Il a toujours dit ça. Ce n'est pas parce qu'on dit l'Égypte est le berceau de la civilisation que les mœurs perverses viennent forcément de là. Ce qui est pratiqué actuellement, qu'on appelle la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec les mystères de l'Égypte. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que parce que Platon a étudié en Égypte, qu'il a cessé d'être grec? Pas du tout. Voilà, il n'a jamais cessé d'être grec. Mais il a excusez-moi, laissez-moi parler. Platon est resté grec en culture et en tradition. Même toute la vie de Platon, c'est la vie d'un grec. En quoi est-ce qu'il est devenu égyptien? Parce qu'il allait étudier en Égypte. Donc on a enlevé le logiciel de la Grèce et on a mis le cerveau des Égyptiens dans lui. On n'a pas dit qu'il est devenu égyptien. Voilà, donc vous racontez donc quoi? Non, on n'a pas dit qu'il est devenu égyptien. Je suis dans en disant que le papyrus... Chacun fera un effort d'avoir 30 secondes. Le papyrus évoqué par Alain Douk, c'est un épisode lugubre de la 6e dynastie usurpatrice de l'Égypte. Laquelle 6e dynastie, le peuple s'est révolté contre cette dynastie et il y a eu la première guerre civile de l'histoire de l'humanité. Parce que les gens qui ont pris le pouvoir à cette époque n'ont pas reçu le pouvoir traditionnel. Très bien. Donc notamment Téti et toute sa succession. Non. Or, dans la pyramide de Ounas, quand tu ne maîtrises pas l'égyptologie, il faut... Non, qu'elle maîtrise, on veut l'essentiel. Dans la pyramide de Ounas, il n'y a aucune pratique homosexuelle. C'est dans la pyramide de Pépine Neferkaré
qui est le fils de Téti, qu'on a tué. La première fois qu'on tue un pharaon, c'était Téti. Son fils a été menacé d'assassinat, le peuple s'est révolté contre lui. Si c'était vraiment une pratique endogène, le peuple ne pouvait pas combattre cette dynastie. Dans le texte de sarcophage que j'ai lu ici, il est clairement écrit par les Nubiens qui sont venus restaurer l'ordre en Égypte. Il est écrit. Tout ça pour refuser qu'il y avait des pratiques. de l'article d'anthropologie. Je copule avec mon phallus et je défèque avec mon derrière. Mon phallus est apte. Toi, tu es tu n'es pas dans la science. Le phallus comme on copule. Dans les 42 lois de Marc, il est écrit Kereti per en Imenet. On est déjà là. On va les rites d'homosexualité. Imam Cheikh Ali, s'il vous plaît, Imam Cheikh Ali, s'il est établi donc par certains que cette franc-maçonnerie n'a jamais rien apporté au continent noir, pourquoi nous y allions encore? Rappelons que parfois beaucoup ici ont été hors sujet. Ah bon? La franc-maçonnerie n'ont pas parlé du rapport avec l'Afrique. Beaucoup sont entrés dans les méandres de la franc-maçonnerie. Le rapport avec l'Afrique, beaucoup là, vous écoutez. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? J'aimerais dire à mon jeune frère que, je sais pas, l'apôtre Yannick, il faut se cultiver. Est-ce que vous avez lu l'encyclopédie des symboles maçonniques? Frère, ne demandez pas aux gens est-ce qu'il faut se cultiver. On se cultive. Tu as 30 secondes et tu fais ça. tous les jours. On se cultive tous les jours. Et personne ne vient dans ton ensuite. Quand je viens sur ce plateau pour donner des informations que vous ne connaissez pas, notez et vérifiez. On note quoi? On vérifie quoi? Toi, si tu fais déjà les choses de toi, on vérifie quoi? Tu penses que... Non, on note et on vérifie on vous a fait le remarque. Parfait. N'amenez pas la jeunesse. Tu lui as donné. N'amenez pas la jeunesse. Faites pas la jeunesse que toutes les francs-maçonniques aujourd'hui. Faut pas faire choix à la s'il vous plaît, nous sommes pas bas. En chute, cher imam. L'imam a s'il vous plaît, monsieur l'imam chutant. La question qu'il faut se poser, pasteur, vous n'êtes pas un exemple. Non, mon frère, tu m'as indexé quand même. Pourquoi les francs-maçons développent l'Europe? Vous voyez comment il y a des grands édifices, les grands ports et tout. Et quand on revient en Afrique, on voit l'Afrique qu'elle sort. C'est là donc le truc, le mystère. C'est parce que la mentalité d'abord africaine est bizarre. Même si vous mettez l'Africain, j'avoue le projet. On va dire ça. Donc, ce que je veux dire, c'est le monsieur qui a parlé là est d'un degré d'ignorance catastrophique. Il ne connaît rien des secrets de ce monde. S'il veut que je sorte chaque jour, que je vienne ici les secrets de ce monde, il les entendra. Maintenant, plus loin, quand on parle de la franc-maçonnerie typique à l'Afrique antique, si vous allez chez les Baka, les Pygmées, quand on te fait le rite de la forêt, ma femme est de là-bas, elle entend comment je parle, on te met un truc en raffia, comme ça, on ferme les yeux. On prend... Non, laisse-moi finir. On prend la flèche. Oui. On prend la flèche. Oui. On te pose ici. Est-ce que ça ne ressemble pas au rituel de la franc-maçonnerie? Mais là-bas, sauf la perforation. Laisse-moi finir. C'est ça qui est différent. Plus loin maintenant. Le bandeau. Le bandeau, c'est ce que je suis en train de dire. Vous allez chez les Bacans, on fait ça. Ici, en Comdé, on fait ça. Ce sont les rites de la franc-maçonnerie typiques avec ceux de l'Afrique. Maintenant, quand vous allez regarder plus loin, pour chuter, Perfect va te poser une question. Si vous avez une panne dans la voiture, entre quelqu'un qui peut vous expliquer la voiture et quelqu'un qui peut la dépanner, vous allez plus croire qui? Celui qui peut me dépanner. Si vous voulez voir un match de Lyon, là maintenant, votre télé se gâte. Entre quelqu'un qui peut t'expliquer les origines de la télé et quelqu'un qui peut la réparer. Celui qui peut la réparer. Mais entre l'homme occidental, qu'ils sont en train d'insulter là, et nous qui nous prétendons être les Égyptiens et tout le reste là, les qui sont plus meilleurs, les qui ont pu matérialiser ces choses-là. Là, je ne réponds pas. Moi, je réponds donc. Je réponds donc. Il y a le papyrus de Bèze. C'est terminé. C'est terminé. Ils ont matérialisé. Le papyrus de Smith. Oh là là. Politique africaine. Nous allons dire ceci. Nous allons dire Nous allons dire ceci. Nous n'avons justement pas eu suffisamment de temps pour aborder tous les sujets, tous les compartiments de dans ce domaine. Mais ce que nous allons faire, on verra si prochainement on continuera avec cette série sur la franc-maçonnerie. Je continue à dire que ce plateau est tout
ouvert à tous les francs-maçons du monde. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30. Excellente fête d'Ascension encore à tous les chrétiens catholiques de par le monde. Avec